Eh ben, écoutez, je pense qu'on va bientôt commencer. Simon, qu'en penses-tu? Eh ben, c'est bon, on est prêt, pas de Oui, soucis. on est prêt. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire organisé par Italie et Filière Agricole. Nous sommes ensemble pour 2 heures afin d'évoquer l'actualité de la filière volaille de chair en France et dans le monde, bien entendu. Pour en parler, nous avons Simon Fourdin avec nous. Simon, vous êtes directeur du pôle économie de l'Italie. Bonjour. Bonjour. Et nous pourrons aussi compter sur Mohamed Bouzidi, c'est notre homme de l'ombre, vous n'allez pas le voir, mais lui en tout cas, il sera bien là pour nous donner tous ces chiffres, ce sera notre monsieur chiffre. En cas de questions un petit peu pointues et sur lesquelles Simon n'aura pas les réponses tout de suite, eh bien, il sera bien là, il viendra nous éclairer. Nous comptons bien sûr sur vos questions puisqu'il s'agit d'un webinaire interactif. Quant à moi, je me présente Diane Delangue, vous ne me connaissez peut-être pas. J'ai pris la responsabilité de la rédaction de Filière Avicole cet été et je suis ravie de vous rencontrer si ce n'a pas encore été déjà fait. Ce webinaire peut bien sûr se faire grâce au partenariat et au soutien de CCPA Group et de Tecna. Merci à eux. Eh bien, Simon, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Recontextualisons un petit peu. Quelle était la situation au début d'année 2023? Merci Diane. Donc effectivement, dans la contextualisation, les différents sujets qu'on va traiter ce matin, un peu classiquement, on va reparler des matières premières effectivement et de voir comment ça a pu évoluer sur 2023 et sur le début de 2024, la consommation en France, le marché français de la volaille de chair et les marchés européens de la volaille de chair. Alors pour démarrer déjà sur la question, sur la question des résumés des épisodes précédents. Donc, dans les précédents WebEco, on vous avait beaucoup parlé du contexte économique et notamment de l'inflation qui avait été très très forte et très marquée sur toutes les productions alimentaires, mais particulièrement sur les viandes et dans les viandes, beaucoup sur les viandes de volaille. Donc là, on n'est plus du tout dans le même contexte sur l'inflation. Alors, il y a encore de l'inflation, mais elle est beaucoup moins marquée. Il y a la question de l'IHP qui plane toujours sur la filière. Alors, on va parler un petit peu de la deuxième campagne de vaccination, mais il y a aussi des vagues de nouveaux cas. Donc, on fera un peu le point sur là où on en est aujourd'hui et des potentielles inquiétudes sur le sujet. Et ensuite, il y a d'autres sujets. On a beaucoup parlé de l'Ukraine. On va parler un peu plus du Brésil avec le Mercosur qui est beaucoup repris dans les médias actuellement avec la potentielle signature de ce traité d'accord de libre-échange avec les pays d'Amérique latine. Et puis refaire un petit point donc quand même sur l'Ukraine avec la flambée des importations ukrainiennes dont on avait déjà parlé les précédentes fois. Et enfin, sur les points un peu d'actualité au niveau européen qui dictent un peu les règles de production au niveau français et européen. Donc il y a des élections européennes qui ont eu lieu il n'y a pas si longtemps, et donc on est encore en phase d'installation de la nouvelle commission et des commissaires européens, notamment à l'agriculture et dans les autres volets. Et puis la question de la réglementation de transport qui est actuellement en discussion. Alors, je vais passer tout de suite donc du coup au sujet des matières premières. Donc sur le cours des matières premières, qu'est-ce qui s'était passé en 2023 pour rappel des épisodes précédents par rapport à une moyenne des différentes années entre 2016 et 2020, donc vous l'avez en bas à chaque fois de la courbe en turquoise là. On était quand même à des montants que ce soit sur le blé ou sur le maïs qui étaient autour en 150-170 euros de la tonne. Et on a eu vraiment une flambée suite à la démarrage de la guerre en Ukraine, sachant que, pour rappel, que ce soit Russie ou Ukraine, sont deux très gros pays producteurs et exportateurs de céréales et d'autres productions, de tournesol, etc. Et donc ça avait fortement fait exploser les prix. Depuis, en fait, on a retrouvé une certaine stabilité sur les marchés, donc ça la pente a eu plutôt tendance à baisser sur toute l'année 2023 pour démarrer sur une année 2024 bien moins haute que l'année précédente. Mais on a néanmoins eu quand même là, ces derniers mois une petite remontée sur les cours. Plusieurs choses qui expliquent ceci. Sur le blé, en fait, il y a eu les difficultés en Russie avec alors déjà de la sécheresse et puis après des grands froids en Russie. La mauvaise récolte française, donc ça, je pense que tout le monde a en tête, qui était vraiment pas une très bonne année. Là, à l'inverse, avec plutôt un excès de pluviométrie qui a rendu très difficile les récoltes françaises. Par contre, il y a d'autres pays du monde, notamment en Australie, où il y a plutôt des prévisions à la hausse. Et globalement, il y a des stocks élevés dans les principaux pays exportateurs. Donc, ça vient un peu compenser les mauvaises productions, que ce soit côté ouest européen ou est européen.
Sur le maïs, on a eu des débuts de récolte un petit peu compliqués avec quelques incertitudes dans l'hémisphère nord. Donc il y a pas mal eu de repositionnement sur les marchés à terme, notamment du fait d'une demande chinoise qui est un peu en baisse. Il faut aussi savoir que la Chine, dans la perspective de l'élection présidentielle américaine et le risque, je vais y revenir, mais sur une augmentation des droits de douane, ont de plus en plus tendance à essayer de sécuriser leur approvisionnement et d'être moins dépendants des importations, ce qui peut avoir des conséquences aussi sur les marchés. Alors justement, sur les oléagineux, sur le soja, donc il y a l'USDA, donc le ministère de l'Agriculture américain, a plutôt tendance à avoir des pronostics assez positifs sur les conditions de récolte du soja aux États-Unis, sachant que ça avait été compliqué, on en avait parlé la fois dernière sur l'Amérique du Sud, où il y avait aussi des très fortes pluviométries. Et par contre, ce que je disais, donc suite à l'élection de Trump aux États-Unis, il y a quand même quelques inquiétudes sur la remise en place, puisque c'est dans son programme d'augmenter la taxation sur les importations, et qui risque d'avoir des effets collatéraux sur des pays concernés qui risquent de taxer aussi à leur tour, donc ils risquent d'avoir petite guerre commerciale avec une hausse un peu globalement des droits de douane un peu à travers le monde. Et donc ça risque de peser un peu sur les prix. Et sur le tournesol, on est plutôt sur une... Donc vous voyez par rapport, je n'ai peut-être pas précisé, mais sur les deux graphes par rapport au graphe précédent sur les céréales, on n'était pas tout à fait dans la même dynamique, puisque sur le soja, on avait vraiment explosé en 2023. Là, on est revenu aussi de façon plus faible en 2024, mais encore quand même bien supérieure aux années précédentes. Et sur le tournesol, il y a vraiment la concurrence du soja qui fait que les prix restent importants. Et sachant que le tournesol iPro est quand même une des alternatives sur les questions d'autonomie protéique, qui est quand même de plus en plus utilisée. Et donc, il y a quand même une demande assez forte sur ce produit. Alors, les conséquences de tout ça, donc bien sûr, à chaque fois, on vous présente les indices Italie, qui sont donc, pour rappel, les indices du coût des matières premières pour l'alimentation. Donc celui-là, j'ai repris celui du poulet standard, mais on a des courbes qui sont très parallèles entre toutes les espèces. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que là, sur les derniers indices du mois de septembre, on est quasiment au niveau qu'on avait en fin 2020, début 2021. Donc vraiment, on a eu ce pic très très fort là, suite justement à la guerre en Ukraine, donc, qui avait fait exploser le cours des matières premières, et donc ça s'était retrouvé directement sur l'indice. Et après, on a eu vraiment la forte descente. Et là, on a un petit rebond quand même, avec ce qu'on vient d'expliquer, avec quand même un petit retour de prix en hausse sur les matières premières qui explique ce léger rebond de l'indice. Alors, cette tendance qu'on a bien sûr en France, on va la retrouver dans les autres pays européens. Donc là, en comparaison des indices Italie français, on a l'Allemagne, Pays-Bas, Pologne et Espagne, les courbes en passant année 2020 de référence, sur les autres indices aliments qu'on peut retrouver dans les autres pays. Et là, vous voyez qu'on a quelque chose d'assez parallèle. Alors, pour rappel, l'indice Italie, comme c'est un indice coût matière première, il est toujours plus réactif que des indices aliments, où il y a d'autres coûts qui peuvent rentrer en jeu, notamment les process de fabrication, etc. Mais globalement, vous voyez qu'on a ce même parallèle entre les différentes courbes, et ce petit sursaut là depuis quelques mois qu'on retrouve un peu dans tous les pays de l'Union européenne. Alors, on vous a remis un petit focus, on n'avait pas encore trop développé dans les web-échos, et on pensait que c'était intéressant de vous en reparler, puisqu'on est en plein dans l'actualité sur ce sujet-là. Il y a un règlement, donc zéro déforestation, qui est en train d'être mis en place. Donc, pour le rappel de ce contexte sur ce règlement, en fait, l'idée, c'est qu'au niveau de l'Union européenne va interdire tous les produits ayant contribué à la déforestation. Il y a 7 commodités qui sont concernées directement. Après, il y a des commodités qui sont aussi concernées de façon indirecte, mais les 7 commodités concernées de façon directe sont le café, le cacao, le caoutchouc, l'huile de palme, le bœuf, le bois, et ce qui nous concerne en premier lieu, le soja. Par contre, pour rappel également, parce que vous voyez qu'il y a le bœuf, donc c'est-à-dire qu'un bœuf dont la production aurait été à l'origine de la destruction de forêts serait concerné. Par contre, le poulet n'est pas concerné. Donc pour résumer, ça veut dire que si les Européens ne pourront pas importer du soja déforestant. Par contre, ils pourront importer du poulet
qui lui-même aura utilisé du soja déforestant. Donc ça, c'est une des premières un peu contradictions quand même de ce règlement dont on comprend bien sûr l'objectif. Hein. Et il y a 3 obligations pour les opérateurs européens, alors avec des exceptions, hein, des règles un peu moins fortes sur les TPE et les PME. Les 3 obligations, bah, c'est donc d'être en zéro déforestation, donc pas de déforestation ou de dégradation après la date butoir, être légaux, c'est-à-dire bien sûr conforme avec la législation du pays d'origine, et faire l'objet, et c'est notamment ce dernier point qui est assez complexe, d'une déclaration, ce qu'ils appellent de diligence raisonnée, mais je vais vous expliquer tout de suite en quoi ça consiste. Alors, les 3 étapes de la diligence raisonnée, un terme un peu peut-être barbare, en gros, c'est qu'il y a 3 points à respecter pour tous les importateurs qui vont apporter des produits depuis ces pays-là. Donc, la première chose, c'est un recueil d'informations. Donc, les importateurs vont devoir décrire la quantité, le type de produit, etc. Et ce qui est important de comprendre, c'est que c'est quand même quelque chose d'assez lourd à mettre en place, puisqu'il faut avoir une géolocalisation des parcelles de production. Donc, c'est un suivi à la parcelle. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on sache sur les parcelles, notamment brésiliennes, enfin tous les pays d'Amérique latine notamment, d'où proviennent les matières premières qu'on va importer. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a 3 niveaux de risque par pays. Pour chacun des pays, ils vont être classés dans 3 catégories, soit un risque faible, standard ou élevé. Et en fonction de ces niveaux de risque, il y a des règles plus ou moins fortes, ce qui se comprend, c'est-à-dire que plus le pays peut être sujet à la déforestation, plus les contraintes vont être importantes, et à l'inverse, plus le pays n'est pas sujet à la déforestation, moins les contraintes vont être importantes. Et il faut regarder, du coup, sur ces pays-là, quelles sont les présences de forêts, les populations autochtones, etc., l'ampleur de la déforestation. Et s'il y a un risque de déforestation, dégradation, on arrive au 3e point, c'est atténuation du risque. Donc là, il faut montrer quelles sont les données supplémentaires, avoir des audits ou autres pour s'assurer qu'on va bien être dans des conditions, dans un pays potentiellement qui déforeste beaucoup, que les productions qu'on va importer de ce pays-là ne sont pas déforestantes. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez lourd à mettre en place, et c'est ça toute la problématique qui fait que ça devait être mis en place normalement au 30 décembre de cette année, donc c'est-à-dire demain, hein, et ça faisait plusieurs mois que les différents opérateurs européens, notamment français, mettaient en garde la difficulté d'application de cette mesure qui est quand même, vous voyez, assez contraignante. Donc c'était le 30 décembre 2024 pour les grosses entreprises, et puis il y avait un délai supplémentaire de 6 mois pour les toutes petites entreprises et les petites et moyennes entreprises. Ils avaient un petit peu plus de délai pour mettre en place ça. Mais donc avec un certain niveau d'alerte, le Parlement européen a pris en compte ces alertes. Et le 14 novembre, donc c'est tout récent, hein, ils ont officialisé, alors ça faisait un moment qu'on en entendait parler, mais ça a été officialisé à cette date-là, d'un report de l'application de 12 mois, c'est-à-dire que c'est plus le 30 décembre 2024, mais 2025. Alors, il y a eu un peu de débat. Certains auraient voulu prolonger encore plus la période de mise en application. Certains voulaient plutôt 24 mois. Pour l'instant, c'est les 12 mois qui ont été retenus. Et il y a un autre sujet quand même qui va potentiellement avoir un impact, c'est que certains députés européens ont proposé de créer une 4e catégorie de pays. Donc, vous vous souvenez, il y avait faible, modéré ou élevé. Et ils veulent rajouter une 4e catégorie en risque insignifiant. Et pour ces pays-là, c'est-à-dire où il y a vraiment très très peu de risques qu'il y ait de la déforestation, et d'avoir un niveau de déclaration beaucoup plus simple, beaucoup plus léger, qui facilite les importations depuis ces pays-là. Alors ce point-là n'est pas encore validé, mais ça sera un des points qui sera discuté du coup au niveau du Parlement européen. Donc voilà pour la première partie sur les questions autour des matières premières. Je ne sais pas s'il y a des questions. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Moi, j'en ai déjà une pour démarrer. C'est du point de vue pratico-pratique, vraiment, sur nos élevages français, cette loi zéro déforestation, est-ce qu'elle va avoir un impact? Qu'est-ce qu'elle va changer? Alors, effectivement, pour les élevages français, c'est pour ça que j'ai cité principalement le soja, parce que bon, sur les autres points, ça va concerner plutôt les industries agroalimentaires, sur le cacao, etc. C'est pas les producteurs qui vont être les plus concernés, mais plutôt les usines directement. Mais par contre, pour le soja, pour rappel, hein, on l'avait présenté lors des différents web-échos, mais la filière volaille, alors volaille de chair principalement, mais toutes les filières volailles françaises,
sont très liées quand même encore aux importations de soja, notamment de cette zone, notamment de l'Amérique latine qui est directement visée. Hein. C'est vraiment la déforestation au niveau de l'Amazonie et des autres zones forestières de l'Amérique latine. Et donc, du coup, sur ces importations de soja, où on est encore très fortement dépendant. Donc, pour rappel, hein, les bovins laits sont la première production agricole française dépendante des importations de soja, et la volaille de chair est la deuxième production concernée par les importations de soja. Et l'ensemble des volailles pèse un tiers des importations de soja en France. Donc on est directement, pour l'instant, on ne sait pas faire, on va dire, encore sans soja. On ne sait pas faire, je veux dire, globalement, hein, il y en a qui ont mis en place des filières sans soja, mais globalement, on est encore très, très dépendant. Et donc forcément, tous les fabricants d'aliments qui dépendent de ces importations vont être soumis à cette réglementation et avec ces contraintes supplémentaires, dont on comprend bien l'objectif. Hein, en soi, sur l'objectif, je pense qu'il n'y a pas de... Tout le monde sera en phase sur l'objectif, mais il n'empêche que c'est une certaine contrainte administrative et notamment assez fine, puisqu'on va jusqu'à un suivi à la parcelle. Donc c'est quelque chose qui se veut... on vient vraiment zoomer pour être sûr en fait que ce soit efficace, parce que effectivement, si on regarde de façon macro, c'est un peu compliqué. Sur les OGM, par exemple, pour savoir si du soja est OGM, il suffit de prélever dans les matières premières qui arrivent, on est capable de déceler. Par contre, la déforestation, ça ne peut pas se mesurer sur le produit qui arrive dans le port. Donc, il faut bien réussir à remonter jusqu'à sa zone de production, ce qui est vraiment toute la complexité sur ce sujet-là. J'ai une autre question concernant Trump. On a parlé de l'effet que ça pourrait avoir sur les taxes. Est-ce qu'il y aura un effet peut-être aussi psychologique sur le cours de la matière première? Est-ce que ça, c'est à craindre? Alors, c'est effectivement ce qui est compliqué. Enfin, les marchés n'aiment pas l'imprévisible. Je pense que alors, avec Trump, en termes d'imprévisibilité, voilà. On est pas mal. Donc là, il y a déjà ce premier point, c'est que les marchés, ils ont horreur du flou, des choses imprévisibles, etc. Et donc là, comme on sait, en fait, même s'il y a un programme qui est défini, on ne sait pas qu'est-ce qui va être réellement appliqué ou pas. Ensuite, bien sûr, les États-Unis, c'est quand même un gros pays exportateur sur certaines matières premières, que ce soit sur le maïs, sur le soja. Et donc forcément, sur ces matières premières, ça va créer une instabilité sur les marchés, puisqu'ils sont très dépendants du marché, enfin très liés au marché mondial, parce qu'ils font partie des plus gros exportateurs, donc ça va avoir des conséquences. On sait notamment dans le programme de Trump qu'il y a beaucoup quand même de taxes qui sont ciblées, notamment sur la Chine. Donc là, plutôt lui, les États-Unis qui taxeraient les produits en provenance de Chine, mais forcément, il y aura des effets dans l'autre sens, c'est-à-dire que les Chinois risquent en retour de mettre des droits de douane plus élevés sur les produits importés depuis les États-Unis, dont les matières premières, potentiellement. Et donc forcément, ça va avoir des conséquences sur le marché mondial. Alors peut-être que si c'est entre ces deux blocs-là, on pourrait se dire, mais bon, du coup, peut-être que pour l'Europe, qui n'est pas concernée dans cette guerre commerciale, elle va peut-être pouvoir s'en tirer un petit peu mieux. Mais globalement, quand il y a des effets comme ça, parce qu'il risque de faire la même chose aussi au niveau européen, avec des taxes plus importantes des produits importés depuis l'Europe, il risque d'y avoir les mêmes conséquences. Et donc, globalement, on va plutôt dire on va vers un protectionnisme qui va se renforcer. Qui dit protectionnisme dit encore plus de taxation des matières premières un peu partout. Et donc, on devrait être aussi concerné sur des niveaux de taxation qui seraient plutôt tendance à augmenter, quoi. On n'a pas de projection, là, à plus long terme sur le coût des matières premières, des céréales Alors, du coup, en fait, c'est un peu la difficulté du moment, c'est que l'USDA, notamment le ministère de l'Agriculture américain, fait souvent des projections qui sont diffusées et chacun peut aller regarder ce qui est mis dedans. La difficulté, effectivement, c'est que normalement, ces projections, elles sont plutôt faites, et d'ailleurs, France Agrimaire le fait également, bien sûr, pour la France, pour les prévisions de production française, mais c'est plutôt sur les fondamentaux des marchés, c'est-à-dire combien on a mis en sol de maïs, de blé, etc., combien il y a de surfaces, en fait, qui sont emblavées avec ces cultures-là, quelles sont les conditions météo et du coup, quels sont les productions, les niveaux de rendement prévus, etc. Donc ça, quand les fondamentaux de marché sont là, on peut faire des prévisions, même si pareillement, la météo, on n'a pas tous les éléments, mais on peut faire des projections. Là, le problème, c'est qu'on est plutôt sur des contextes géopolitiques. Et là, c'est vraiment l'imprévisibilité. Donc c'est très, très dur de faire des projections, sachant qu'on
Ça dépend de quelques personnes qui peuvent, du jour au lendemain, changer complètement, leur politique. En plus, là, la difficulté au niveau, des États-Unis, c'est que si, bien sûr, le président tout seul ne peut pas tout faire, mais là, s'il a, les différentes assemblées, entre le Congrès et qui lui sont, dévolues, bon, là, il aura plus les coups des franches pour mettre en place ce qu'il a l'intention de faire, quoi. Mmh. Est-ce que vous n'avez pas de questions sur cette première partie? Je n'en vois pas. Si c'est le cas, on va peut-être continuer. OK. Et donc le deuxième focus qu'on vous propose, c'est de faire un petit point sur la consommation en France. Alors une première chose qui nous paraissait intéressante, donc ça, c'est les données, que publie chaque année FranceAgriMer sur la consommation par an par habitant, sur l'ensemble des viandes, consommées en France, donc par an par habitant. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la consommation de viande, elle a baissé, hein, pendant plusieurs décennies, elle a plutôt eu tendance à baisser. Là, c'est vrai que sur la dernière décennie, entre 2013 et 2023, on est plutôt à une légère hausse, on pourrait dire plutôt une stabilisation, hein, parce que c'est vraiment assez flat comme tendance, puisqu'on est passé de 82,6 kg en 2013 à 83,1 kg en 2023, mais en tout cas, on n'est plus sur une période de baisse. Mais ce qui est surtout d'important, notamment pour nos filières, c'est de voir la répartition de la consommation qui va évoluer. Donc avec 2 filières majeures en France, que sont la consommation de viande de bœuf et la consommation de viande porcine, qui sont en forte baisse. Alors le bœuf, c'est sur du plus long terme, hein, que ça diminue. Le porc, c'est un peu plus récent. Et puis bien sûr, la consommation de viande ovin et caprin, donc caprin, elle est quasiment inexistante, et ovin, elle était déjà assez faible. Et tout ça, ça diminue au profit de la volaille. Donc il y a vraiment un switch qui est en train de s'opérer entre ces productions de viande rouge et du porc vers la viande de volaille. Alors pourquoi? On sait qu'il y a plusieurs effets, hein, qui expliquent ceci. Bien sûr, l'aspect prix. Dans un contexte inflationniste, la viande de volaille est quand même, et notamment de poulet, on y reviendra, est notamment plus abordable pour le consommateur. Des aspects santé, puisque les viandes blanches ont souvent une meilleure presse au niveau santé. Niveau confessionnel, puisqu'il n'y a pas d'interdit religieux sur ces viandes de volaille. Niveau praticité, puisqu'il y a pas mal d'adaptations qui ont été faites par notamment les industries de la volaille pour offrir une gamme de produits pratiques et faciles à utiliser, qui répondent un peu aux nouveaux modes de consommation. Et puis aussi, il y a l'effet, bien sûr, RAG, la restauration hors domicile, où on a de plus en plus de volailles, et notamment de poulets, là encore, qui sont utilisés dans ce segment-là de consommation, et qui est le seul segment vraiment avec un dynamisme important, contrairement à la consommation à domicile, qui a plutôt tendance à être atone, voire en baisse. Il y a aussi l'aspect environnement qui peut être cité par certains consommateurs, l'impact d'une viande à plus faible impact carbone, notamment que les autres viandes, qui peut être cité, je l'ai mis avec un petit point d'interrogation, puisqu'il faudrait faire des études plus poussées pour voir à quel niveau ça peut jouer vraiment dans la répartition de la consommation. Donc là, je vous présente un travail qui a été fait par Apsis pour le Crédit Agricole et qui a été présenté lors du SPACE. On a fait une projection en fait de la consommation. Donc on a regardé l'évolution de la consommation, donc c'est en base 100 en 2023, on va dire la dernière année complète qui est la référence. Comment ça a évolué en bilan sur les 10 dernières années pour arriver à ce niveau de 2023. Donc on voit les projections des courbes, notamment porc et bovines, qui étaient en hausse avant ce point de 2023, et sur les projections à 10 ans qui ont plutôt tendance à baisser, avec moins 0,8% de baisse par an. Les produits laitiers, qui sont la courbe bleue, qui sont plutôt flat, c'est-à-dire qu'on reste sur quelque chose d'assez stable, on baisse pas, on n'augmente pas, enfin c'est plus 0,3%, donc c'est quasiment à l'équilibre. Et puis à l'inverse, les deux productions volailles, que ce soit la viande de volaille ou les œufs, qui, eux, sont vraiment dans une tendance qui continue de croître. Donc, on l'a vu sur le graphe précédent, on a vraiment beaucoup plus de consommation de volaille dans les 10 dernières années que dans la décennie précédente. Et la tendance, tous les signaux sont ouverts pour que cette tendance se poursuive dans les 10 prochaines années. Donc, on va continuer à consommer de plus en plus de viande de volaille en France. Alors maintenant, si on regarde, là, on vous a remis pas mal de données, donc sur les 9 derniers mois dont on dispose des informations, pour vous regarder les achats des ménages
que ce soit en l'évolution en volume, donc qui est plutôt en noir là sur le graphe, et en turquoise les évolutions de prix. Alors, première chose qu'on peut retenir de façon assez globale quand on regarde ce graphe, c'est que sur l'évolution des prix, on est bien sorti de vraiment la crise inflationniste qu'on avait pu connaître dans les mois précédents et notamment sur l'année 2022-23, puisque là, la plupart tous les prix sont en baisse. Donc ça, c'est une première chose. On l'avait vu, c'est un peu logique, les indices établis sont en baisse, et donc le coût de production, normalement, des volailles sont en baisse. Encore faut-il qu'après, le distributeur applique aussi cette baisse. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve quand on regarde les données Kantar pour France Agrimaire, on voit cette baisse sur les prix. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui peut sauter aux yeux, c'est que sur les volumes, donc tout augmente. Donc on a une consommation qui augmente sur toutes les volailles, mais ce qui est vraiment frappant, c'est le chiffre sur le canard, avec plus 73,8%. Mais alors là, tout de suite, il faut quand même prendre un peu de recul. C'est que sur le canard, on a tellement eu des années de forte diminution de la consommation liée à la crise IAHP, la grippe aviaire, qui fait qu'on a une très très forte augmentation, mais par rapport à une année de référence, qui est une année référence un peu atypique. Et du coup, si on regarde sur une année un peu plus classique, en fait, on a seulement retrouvé 2/3 d'une consommation habituelle. Donc, en fait, la consommation elle a repris de la vigueur, mais elle reste encore faible par rapport à des années avant les différentes crises qui se sont succédées. Donc voilà, donc c'est un peu, voilà, il faut prendre un peu de recul sur cette donnée. Et puis, un petit rappel aussi, on vous a pas remis le graphe parce qu'on l'avait présenté la fois précédente, mais c'est le poids du poulet dans l'ensemble des volailles. C'est-à-dire que le poulet, maintenant, à lui tout seul, pèse 80% de la consommation des viandes de volaille. Et cette tendance, pareil, ne cesse de se renforcer dans le temps. Donc le poulet va devenir de plus en plus hégémonique sur la consommation de viande de volaille. Sur le poulet, donc du coup, comme c'est le poulet qui est très dominant, on fait un peu le zoom sur le poulet. Donc là, il y a plusieurs choses qui se passent et qu'on a déjà présentées pour montrer que la tendance se poursuit. C'est que l'érosion sur le poulet entier, donc sur l'histogramme, c'est le noir tout en bas. Pour rappel, on était à plus de 50% en 2000 et on était à 16% en 2023. Et là, sur les 9 premiers mois de 2024, on est à 15%, donc on continue à baisser. Et au profit, bien sûr, donc des découpes et des élaborés. Ce qu'on peut peut-être quand même noter, c'est que si on regarde entre les années précédentes et là, les toutes dernières années, on a l'impression quand même que la diminution est un peu moins marquée. Et donc, on peut se poser la question, est-ce qu'on ne va pas quand même vers un peu un niveau plancher et on se stabilise autour des 14-15%, en tout cas que la décroissance sur la consommation d'entier ne soit plus aussi marquée qu'est-ce qu'elle a pu être, notamment dans la décennie précédente. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc on l'a dit, c'est que sur les découpes, on est donc plutôt sur quelque chose qui est dynamique, mais si on regarde sur les 9 derniers mois, donc en noir l'évolution en volume et en turquoise l'évolution en prix. Donc sur les prix, on l'a vu, on l'avait vu sur l'ensemble. Sur les découpes, on a aussi quelque chose de similaire, on a une baisse des prix, donc ça on le retrouve bien sur toutes les découpes. Par contre, sur les volumes, on voit quand même la difficulté, notamment pour le label rouge, qui pèse quand même en volaille de chair, qui pèse quand même beaucoup, le label rouge. On voit qu'on a du mal à gagner des parts de marché, puisque les volumes sont plutôt en baisse encore sur les 9 mois de 2024 dont on a les données. Le bio est alors le bio pèse beaucoup moins en volaille de chair que le label rouge. Lui, par contre, il est en positif. Et par contre, les autres productions sont en positif, de façon supérieure au bio. Donc voilà, à regarder sur la tendance sur du plus long terme et quand on aura l'année complète, mais on voit quand même la difficulté, il y a un vrai enjeu pour le label rouge à réussir à se positionner sur ce segment-là de produits. Sur le poulet pack, donc le poulet entier, là on remarque tout de suite aussi bien sûr l'évolution des prix, comme sur les autres, voire même un peu plus marqué, on a une baisse des prix sur ce segment. Par contre, le volume, c'est ce qu'on avait mis quand on a mis la tendance pluriannuelle. On est bien sûr en baisse sur quasiment tous les types de poulets pack. La seule exception, là, ça peut être alors sur le standard et notamment sur le certifié, sachant qu'on sait que c'est pas forcément le secteur majeur
sur le poulet entier où le label rouge est encore très très présent, mais il n'empêche que ça donne quand même un peu une tendance de type de consommation où on voit que même sur l'entier, finalement, le consommateur va de plus en plus quand même sur des produits moins onéreux que ce qu'il a pu faire par le passé. Donc voilà sur la partie consommation. Voilà, donc c'est le moment maintenant où vous sautez sur votre clavier. Alors, je vois déjà qu'on a une question. C'est quoi des coupes autres? On nous demande. Alors en fait, ça Mohamed pourra compléter, mais dans les données Kantar, il y a toute une partie des données où on n'a pas forcément la précision sur le segment. C'est vrai d'ailleurs quand on présente aussi sur les œufs ou autres, il y a toute une partie où on n'a pas le détail. Et donc voilà, ça peut être tout ce qui n'est pas dans les catégories précédentes, puisqu'on n'a pas forcément les données précisées, quoi. On a aussi une autre question. Les tendances de consommation présentées pour la France sont-elles les mêmes au niveau européen? Ah bah ça, c'est un petit peu en avance là. On va avoir la réponse ensuite. Ouais. Patience, Alors après, on patience. va pas sur le niveau européen, on rentre pas dans ce niveau de détail effectivement sur l'ensemble des segments entre les découpes, etc. Mais effectivement, sans dévoyer la suite, parce qu'on n'aura pas de diapo similaire aussi précise sur le niveau européen, mais cette tendance, bien sûr, de type de consommation, elle n'est pas du tout spécifique à la France. On la retrouve dans l'ensemble des pays européens. La différence, quand même, c'est que le label rouge, notamment, c'est quand même une spécialité franco-française. Et donc, on n'a pas tout à fait quand même les mêmes segments. Enfin, il y a des segments qui n'existent pas dans les autres pays. Par contre, ils peuvent avoir des parts de bio qui sont un peu différentes de la nôtre. Parce que nous, le bio, je vous l'ai dit, pèse quand même beaucoup moins que le label rouge parce qu'on a plus d'antériorité, quoi. On n'a pas d'exemple un peu similaire au label rouge dans d'autres pays pour voir quelle tendance de vente est-ce qu'ils ont dans ces autres pays? Non, en fait, ce qu'il peut y avoir dans les autres pays, notamment dans les pays nord-européens, c'est qu'ils ont des démarcations par entreprise avec des... Alors bien sûr, on peut penser à l'ECC qui peut se développer. Les Pays-Bas, ils ont quand même toutes des démarches type plutôt bien-être, etc. Alors c'est pas du poulet qui sort à l'extérieur forcément, hein. Ça peut être plutôt des aménagements dans les bâtiments, des densités moindres, des souches à croissance intermédiaire, mais c'est pas des poulets comme nous, nos poulets label rouge qui sortent tous à l'extérieur, quoi. Donc c'est pas. Alors il y a le free range qui peut aussi se développer, donc du poulet qui sort à l'extérieur. On en a un petit peu en France et on peut en avoir un peu dans d'autres pays, mais ça reste des petits volumes, quoi, par rapport à ces cahiers des charges BEA qui peuvent être là par contre avoir des volumes plus importants. Notamment on pense aux Pays-Bas, en Allemagne, dans ces pays où il y a une demande du consommateur sur ce type de produit, quoi. Carole nous demande comment on peut expliquer cette baisse du label rouge. Sur le label rouge, on sait que, même si je l'ai dit, on est quand même sur une inflation qui est moins marquée que ce qu'elle a été. Et n'empêche, on est quand même dans des prix qui ont quand même augmenté globalement sur les dernières années. Donc même si là, on est plutôt dans une période où ça a tendance à baisser sur les prix par rapport aux prix qu'on a pu connaître avant 2019, on n'est quand même pas sur les mêmes prix. Donc le consommateur, il a eu quand même tendance à se détourner des produits, alors bio principalement, on l'avait vu, hein, surtout sur le bio, où ça a été le plus difficile parce que le prix est le plus élevé, donc c'est là où le consommateur s'en est détourné le plus. Et sur le label rouge, on a le même problème. Et puis sur la découpe, la problématique, et ça vous voyez quand vous faites vos courses en magasin, c'est que l'équilibre carcasse, le fait qu'on va devoir mettre tout le coût de production sur un morceau comme le filet, par exemple, parce que c'est surtout des blancs de poulet qu'on va consommer, fait que le différentiel de coût entre une découpe d'un label rouge versus le découpe d'un autre poulet non label rouge, le différentiel de prix va être tellement marqué qu'il y a un peu des seuils symboliques quand on dépasse un certain niveau d'euros du kilo. Le consommateur dit, bon, là, même si je préférais peut-être consommer du label rouge, je vais prendre quelque chose peut-être d'intermédiaire, je vais prendre une démarcation, peut-être pas du standard, mais quelque chose un peu d'entre-deux, pour pas dépasser un prix qui paraît un peu prohibitif pour le consommateur. Donc il y a vraiment cette nécessité de trouver une gamme où le consommateur considère que le coût supplémentaire est abordable pour lui, même si forcément il y a des coûts de production différents du label rouge par rapport à notre production. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit de plus en plus des démarcations ou du free range qui commence à se développer, même si pour l'instant ça pèse pas beaucoup en volume, mais qui pourrait être un peu une niche et qui est un peu l'équivalent du plein air en neuf,
qui est quand même un segment qui a énormément explosé sur les œufs. On le verra vendredi pour ceux qui viennent à ce Webeco-là. Mais on n'a pas vraiment l'équivalent pour l'instant en volaille de chair, sachant que le label rouge est lui beaucoup plus implanté en volaille de chair qu'en œuf, quoi. Donc il y avait déjà une place de prise par ce label rouge. Jean-Charles nous demande si on est arrivé à un point bas sur la baisse de la consommation des produits sous signe de qualité. J'ai pas compris. Est-ce que tu peux répéter ? Est-ce qu'on est arrivé au plus bas concernant la baisse de consommation des produits Alors, sous signe de qualité? c'est difficile de le dire. Effectivement, on a quand même l'impression qu'on a effectivement peut-être atteint un plancher. Alors, ce serait difficile et peut-être présomptueux de l'affirmer aujourd'hui. Mais comme on sait que on va plutôt avoir tendance quand même à ce que les prix soient plutôt en diminution, etc., et que le consommateur est quand même attaché, enfin une partie des consommateurs, quand on parle du consommateur, il y a plein de consommateurs différents, mais qu'une partie des consommateurs est quand même attachée à ce type de produit, on voit qu'on a quand même, on n'est plus du tout dans la baisse qu'on a pu connaître sur les années précédentes, donc on est peut-être effectivement, et d'ailleurs le SINALAF, le syndicat des signes officiels de qualité des productions avicoles, a plutôt ce discours-là de dire que là, on devrait être arrivé effectivement à un niveau un peu plancher et ça devrait un peu se stabiliser. Il n'empêche qu'il y a toujours cette volonté de trouver des débouchés sur les découpes ou les découpes ou d'ailleurs les élaborés, où pour l'instant, alors sur les découpes c'est déjà compliqué, mais sur les élaborés c'est presque inexistant la part de label rouge, et donc il faut réussir à faire acheter le consommateur ces produits-là avec des prix quand même qui soient abordables pour le consommateur. Donc c'est là tout l'enjeu, quoi. C'est un vrai sujet. On aimerait, par exemple, que le consommateur reconsomme plus de poulet entier, mais bon, c'est peut-être un vœu un peu pieux de voir un retour en arrière sur les évolutions des modes de consommation. On a Mathilde qui nous demande si on a des explications concernant la baisse des prix qui est moins marquée pour les labels rouges par rapport aux autres produits. Alors après, là, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que c'est bien sûr la vente des prix aux consommateurs. Donc là, on a vu les indices Itavi qui sont utilisés dans la contractualisation de la plupart des opérateurs aujourd'hui, notamment dans le contexte de la loi Egalim, ont plutôt eu tendance à baisser assez fortement. Toute la baisse du coût de production via notamment les indices n'est pas forcément répercutée jusqu'au consommateur final, puisqu'à la fin, c'est le distributeur qui choisit ou pas d'appliquer cette baisse. Donc c'est aussi tout un débat. On sait que plus le produit est onéreux, plus la marge du distributeur est élevée. Donc il y a un gros débat aussi sur ce sujet-là, de dire est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt raisonner en valeur absolue pour le distributeur plutôt que de mettre des pourcentages, puisqu'on est plutôt sur des pourcentages de marge, et qui fait qu'on peut avoir une décorrélation, si je puis dire, plus forte sur les produits à plus forte valeur ajoutée. Et du coup, toute la baisse qui n'est pas forcément répercutée la baisse du coût de production qui n'est pas répercutée jusqu'au consommateur final. Donc ça, c'est tout un débat du moment, effectivement, et qui peut concerner aussi le label rouge. Après, sur le label rouge, il y avait aussi il y avait la problématique qu'il y avait eu avec la crise IHP, il y avait aussi beaucoup moins d'offres promotionnelles qui avaient pu être faites. Donc, il faut aussi retrouver des promotions qui permettent quand même de baisser globalement les prix et de faire du volume derrière. On a une question sur les abats. Est-ce qu'on sait ça en termes de dynamique, comment on est? Donc ça, les abats particulièrement, je ne sais pas. Je ne sais pas si Mohamed peut répondre à ce point-là. Mohamed qui a déjà commencé à apporter des réponses là dans les questions, vous pouvez les consulter. Voilà, Mohamed, si tu peux nous trouver quelques petites infos concernant les abats. Moi, j'avais une question sur le bio. Le poulet Pâques bio est celui qui connaît la plus grosse évolution de volume avec moins 15%, c'est la diapo précédente. Et en même temps, c'est la plus faible évolution de prix. Pour quelle raison ? Alors, je pense que sur le bio, on est vraiment sur la problématique. C'est la production, le mode de production qui avait été le plus touché parce qu'il avait été le plus onéreux. Et du coup, là, effectivement, si on ne retrouve pas d'une baisse de prix, là, c'est pareil, hein, c'est le distributeur qui choisit ou pas d'appliquer une baisse du prix. Il pourrait appliquer une baisse de prix plus marquée. Mais on a tellement une baisse de volume forte que si on n'a pas une baisse de prix plus forte, là, effectivement, il y a une décorrélation. C'est-à-dire que si le prix reste quasiment le même, alors qu'il est déjà déconsommé, il y a un peu un cercle vicieux. C'est-à-dire que
le décalage de prix peut être encore accentué avec les autres qui vont baisser plus en prix alors que lui reste stable en prix, et du coup, il y a la déconsommation en volume qui se traduit. Donc, pour vraiment inverser ça, il faudrait effectivement qu'on retrouve des évolutions de prix plus en phase avec ce qui se passe pour les autres modes de production, quoi. Alors après, ce qu'il faut aussi prendre un petit peu de recul, c'est sur les volumes. Comme sur le bio, il y a beaucoup moins de volume. Là, sur les 9 mois, il faudra regarder en fait aussi sur une année complète. Les données Kantar, elles sont des fois à prendre avec des pincettes quand on est sur des segments. On va le voir vendredi aussi sur le lapin. On commence des fois à avoir quelques doutes sur les données Kantar quand on arrive sur des petits volumes où c'est moins fiable. Enfin, en tout cas, c'est plus perfectible. Comment ? Un effet loupe. Ouais, c'est ça. Donc, quand on commence à zoomer, donc le bio, il y a peut-être aussi un petit effet échantillonnage qu'il faut garder un petit peu prendre un peu de recul aussi sur ces données-là qui peut aussi s'expliquer. Donc, il faudra regarder sur du plus long terme et sur une année complète, si ça se traduit sur une année complète, quoi. Est-ce qu'on sait si beaucoup de produits à l'heure actuelle sont déclassés, alors notamment le bio, mais aussi le label rouge, évidemment? Ouais, alors peut-être que Mohamed avait des chiffres parce qu'on avait regardé il n'y a pas si longtemps. Effectivement, dans ce contexte inflationniste, notamment sur le label, il y avait effectivement des déclassements. Alors c'est de tête, hein, c'était assez faible, mais ça a un impact tout de suite, mais c'était 1 ou 2% de mémoire. Donc il y a du déclassement. Après, l'avantage quand même des filières volailles par rapport à d'autres filières, c'est que globalement, normalement, alors je dis bien globalement, il y a quand même des exceptions à ça, mais on peut anticiper quand même les volumes dont on a besoin, donc qu'on sait vendre derrière, qui sont déjà vendus avec les distributeurs, pour les mettre en production, contrairement à sur des cycles très longs qu'on peut avoir sur les autres productions animales. Donc c'est vrai que normalement, en volaille, on peut mettre un peu plus facilement en adéquation le besoin entre l'offre et la demande. Comme c'est des cycles plus courts, même si c'est quand même un peu plus long en label rouge qu'en standard, ça reste quand même beaucoup plus court que sur les autres productions animales. Donc on peut un peu plus... Alors Mohamed précise, donc déclassement économique, label rouge c'est 15%, donc c'est plus que ce que j'ai dit, et un taux de labellisation du coup de 85%, c'est-à-dire 85% du poulet label rouge qui est... Enfin, sur 100 poulets label rouge, il y en a 85 qui sont officiellement vendus sous étiquette label rouge, quoi. Donc ça, c'est quand même un impact non nul. Merci Mohamed. Et Mohamed, tu peux nous préciser sur la période, s'il te plaît, c'est sur quelle année, si c'est... Voilà, n'hésitez pas à nous poser encore d'autres questions. Et puis, s'il n'y en a pas d'autres après la réponse de Mohamed, on passera à la section suivante. Ah, je vois que quelqu'un est en train d'écrire. C'est Mohamed qui complète. Quel suspense, c'est insoutenable. On profite quand même pour continuer du coup sur la production donc française de volailles et les échanges au niveau français. Donc déjà, ce qu'il faut rappeler quand même avant de rentrer dans les détails de la production au niveau français, c'est quand même cette ombre de l'IAHP là qui plane quand même sur la filière, donc un petit point quand même de où on en est. L'année dernière, on avait échappé, on va dire, à une crise majeure sur l'IAHP. Et donc la filière quand même avait pu retrouver des couleurs grâce à ça. Il reste quand même cette ombre qui plane avec, là pour l'instant, il y a eu 12 cas répertoriés en France depuis le 13 août, donc à la date du 15 novembre. Sur les 12 cas, il y en a eu 9 qui étaient situés en Bretagne. Donc c'est vraiment la Bretagne pour l'instant qui est le plus concernée. Alors on sait, hein, forcément, on le rappelle à chaque fois, mais comme c'est lié quand même au couloir de migration des oiseaux migrateurs qui redescendent, forcément les zones littorales sont plus concernées. Il y en a eu aussi quand même 2 dans les Landes et 1 dans l'Allier, sachant que le sud-ouest a aussi été touché pas mal ces dernières années, donc c'est aussi un sujet de préoccupation. Il n'y a pas du tout que la France qui a été touchée là dernièrement. Il y a 24 pays européens qui ont été touchés, donc on voit qu'il y a quand même un peu des explosions de signalements de cas un peu partout en Europe. Il y a la Hongrie, où là par contre ça a plutôt explosé, il y a déjà eu plus de 100 cas, donc c'est quand même assez alarmant. Et puis on sait aussi qu'il y a plusieurs souches qui coexistent, donc le H5N1 qu'on avait plus classiquement, mais aussi du H5N5. Donc il y a plusieurs souches qui, du coup, ça veut dire que notamment sur les aspects vaccination, sur les aspects diffusion, etc., il y a toujours le risque quand même, c'est d'avoir d'autres variants et des difficultés à ce que la vaccination soit efficace ou des propagations qui soient différentes. Et bien sûr, le risque ultime, hein, la diffusion vers l'homme, sachant qu'il y a eu quelques cas, notamment aux États-Unis, où il y a pu y avoir des cas de transmission
interespèces, enfin au-delà des espèces avicoles, vers d'autres espèces, notamment les bovins laits et vers les hommes. Du coup, en France, le 15 octobre, on est passé au risque modéré. Et le 8 novembre, on est passé à risque élevé. Et bien sûr, ça a des conséquences. Alors bien sûr, d'abord sanitaires. Et puis après, qui dit conséquences sanitaires, dit conséquences aussi sur les volets d'exportation. Avec potentiellement de la fermeture de certains marchés si le pays, du fait que le pays repasse en risque élevé. Pour contrer cette IHP, donc il y a la vaccination qui est en place, qui était une première, on l'avait vu au niveau européen et même mondial, d'une démarche, d'un chantier de vaccination porté par l'État et au niveau de toute la filière. Pour rappel, donc on vaccine uniquement les canards. La deuxième campagne de vaccination donc, a démarré cette année. Le changement notable en termes de participation, c'est que l'État était engagé à hauteur de 85% des coûts sur la première campagne. Et donc là, le taux est passé à 70%, sachant que le reste, ça veut dire que ça doit être pris en charge par la filière. Donc c'est un coût estimé quand même d'environ 100 millions d'euros, ce qui peut paraître énorme, mais qui est à mettre aussi au pendant du risque. Si on a vraiment un épisode comme en 2022, on est à plus d'1 milliard, pour rappel, d'impact économique. Quand on a vraiment les foyers IHP qui explosent partout, les conséquences peuvent être bien plus élevées que les 100 millions d'euros. Et puis l'autre, par contre, la plutôt facilité, c'est que maintenant, il y aura la possibilité d'avoir des premières vaccinations au couvoir. Pour rappel, normalement, il y a deux vaccinations, 3 dans certains cas. Et du coup, cette première vaccination peut être faite au couvoir, qui quand même facilite énormément le travail des opérateurs, puisqu'il y a déjà d'autres vaccinations qui sont faites au couvoir, et les animaux sont plus faciles à manipuler qu'une fois qu'ils sont rendus dans les élevages. Donc ça, c'est plutôt facilitant pour la mise en place de la vaccination. Sur les abattages de volailles en France, du coup, du fait qu'on ait réussi à pas être trop touché par l'IHP sur l'année précédente et sur le début 2024, je mets quand même un bémol, on verra comment évolue sur la suite de l'automne et de l'hiver les cas qui se multiplient. Donc là, on est plutôt sur une production, une évolution des abattages très positive, avec une hausse de 14,7% sur les 9 premiers mois de 2024. Et donc, on est en train de retrouver le rythme d'avant-crise. Alors, avant-crise IHP d'une part, mais aussi les crises économiques avec la guerre en Ukraine, etc. On est plutôt reparti sur les rythmes de 2019. 2019 étant souvent pris comme l'année un peu de référence normale, je mets 36 guillemets sur une année normale, mais avant crise économique, crise énergétique et crise sanitaire. Avant Covid également. Alors, quand on regarde, du coup, là, c'était sur l'ensemble des filières volailles, mais en fait, quand on regarde le zoom espèce par espèce, ce qu'on peut voir, c'est que c'est sur le poulet, et ça, c'est pas une nouveauté, mais ça ne fait que se renforcer. C'est que c'est le poulet vraiment qui domine cette croissance des abattages. Donc là, vous avez la courbe en noir du poulet, et donc vous voyez par rapport aux années précédentes, on atteint des niveaux qu'on n'a jamais atteints en poulet, en tout cas depuis très très longtemps. Et là, il y a quand même des seuils symboliques qui ont été dépassés. Donc ça fait, par exemple là, sur les 9 derniers mois, il y a 5 mois, on a été à une production de poulet au-dessus des 100 000 tonnes équivalent carcasse. Et donc ça, c'est un peu du jamais vu sur la dernière décennie, quoi. Donc vraiment, le poulet est celui qui a la plus forte croissance, avec des niveaux de production mensuels qui sont un peu inégalés sur ces dernières années. Sur la dinde, donc là, vous avez aussi la courbe en noir, à chaque fois, elle est reprise en noir sur chacun des graphes. Là, on est sur une production sur les 9 derniers mois qui est plutôt dynamique, mais par rapport à une année précédente qui était quand même assez moribonde, on va dire. Et si on regarde par rapport à 2019, si on regarde sur un pas de temps plus long, on est plutôt en fait sur une production qui est plutôt en baisse. Donc structurellement, sur la dinde, ça reste un peu plus compliqué. Et donc la production sur du plus long terme, elle est plutôt en baisse, mais il n'empêche qu'il y a un petit rebond là sur l'année 2024 par rapport à 2023. Sur le canard à rôtir, il y a encore un effet conjoncturel encore plus fort, puisque là, donc, ça décolle avec presque 40% de plus sur les 9 mois 2024 par rapport aux 9 mêmes mois de 2023. Mais ces 40% s'expliquent, c'est un peu ce qu'on voyait tout à l'heure aussi sur l'effet consommation. D'ailleurs, après, on a remis un graphe que Mohamed a préparé sur les évolutions comparées entre production et consommation. Mais en fait, ce qui se passe sur le canard, c'est vraiment un retour après des années vraiment très, très compliquées. Et donc, le plus 40%, pareil, à prendre un peu avec des reculs par rapport à une année de référence 2023 assez faible.
Et quand on regarde sur 2019, on va être sur des productions qui sont plutôt en baisse. Alors la différence par rapport à la dinde, c'est que la dinde, on sait que c'est un peu plus structurel. Il y a vraiment une baisse aussi enfin, les consommateurs se détournent un peu de cette production-là. Alors que sur le canard, il y a vraiment l'effet des grippes aviaires sur du plus long terme qui peuvent avoir impacté. Et il y a peut-être plus de possibilités de retrouver un peu de croissance sur cette espèce. Sur la patate, pareil, à court terme, sur les 9 derniers mois 2024 par rapport à 2023, on est aussi sur des évolutions à la hausse. Mais si on compare par rapport à 2019, on est aussi plutôt sur des productions à la baisse. En fait, globalement, ce qu'il faut retenir de tout ça, mais c'est ce qu'on a déjà dit sur les derniers Webeco, c'est vraiment que le poulet est en train vraiment de dominer de plus en plus fortement l'ensemble des espèces volailles de chair. Alors pour le canard, on a voulu vous faire un petit focus quand même spécifique parce qu'il y a un sujet à part entière, sachant que comme on l'a dit tout à l'heure sur la vaccination, c'est l'espèce qui est vaccinée. Et donc du coup, ça a des conséquences pour la filière, puisque suite au fait de vacciner, il y a une partie des marchés qui s'est fermée. Notamment, on pense au Royaume-Uni. Alors il y a d'autres pays qui sont cités en dessous, qui ont fermé leurs frontières. Mais sur le Royaume-Uni, qui est quand même un pays qui importe beaucoup de canards depuis la France, c'est 1500 tonnes de viande de canard qui sont importées depuis la France en 2023, donc c'est 8,5% du volume total de ce que la France exporte, donc c'est loin d'être négligeable. Et donc là, le fait que le Royaume-Uni a fermé sa frontière sur les importations de canards français a des conséquences sur la filière, quoi. Et on peut le voir sur le graphe qui est présenté à l'écran, c'est que le stockage de canards, notamment sur les découpes, donc vous avez l'évolution depuis janvier 2020 jusqu'à les derniers mois disponibles là, sur l'année 2024, jusqu'à l'été 2024. Et autant on avait pu consommer les stocks avec une baisse de production justement sur les années 2022-2023, on a pu tirer dans les stocks pour compenser la plus faible production, autant là c'est l'effet inverse qui se reproduit. Avec une évolution des stocks, puisqu'il y a toute une partie des débouchés qui ne sont plus accessibles. Pour rappel également, il y a 7 autres pays qui ont mis en place des embargos, alors pas forcément que sur le canard d'ailleurs, à divers degrés. Le Canada, les États-Unis, Hong Kong, le Japon, les Philippines, Taïwan, la Thaïlande. Ça peut être aussi le cas d'ailleurs sur les repros, ça peut être d'autres marchés qui peuvent être concernés. Et donc, on voit quand même qu'il y a toujours la nécessité de poursuivre ce qu'on appelle la diplomatie sanitaire, c'est-à-dire le fait de reconnaître la vaccination et qu'elle soit acceptée et qu'elle ne vienne pas perturber le marché économique et que les pays vers lesquels on exporte nos viandes acceptent d'importer alors soit du canard qui peut être lui-même vacciné, ou soit d'autres espèces qui ne sont même pas vaccinées, mais qui viennent d'un pays où il y a de la vaccination. Alors, autre point, c'est le petit zoom quand même sur les signes officiels de qualité avec les données du SINALAF. Donc, effectivement, tout à l'heure, on demandait est-ce qu'il y a un peu à plancher par rapport à ce qu'on a connu, notamment sur les années précédentes. Les baisses, elles sont encore présentes, mais elles sont quand même moins marquées que ce qu'on a pu avoir par le passé. Ça reste quand même des baisses. Donc sur les 9 périodes 2024 par rapport à 2023, oui, la différence, pour rappel, c'est qu'on est sur 13 périodes, l'année est divisée en 13 périodes et pas en 12 mois sur les données SINALAF. Donc sur les 9 premières périodes 2024 par rapport à 2023, on a moins 4% de mise en place de poulets label rouge. Si on compare par rapport à 2022, c'est quand même moins 7%. Et sur le bio, donc on est à moins 1%, donc on va dire on est presque arrivé à une certaine stabilité de 2024 par rapport à 2023, mais si on compare par rapport à l'année 2022, sur les 10 mêmes périodes, on était à moins 15%, enfin on est à moins 15%. Donc on a quand même baissé, et on le voit, donc la courbe bleue, c'est la courbe de 2024, que ce soit sur le graphe de gauche ou le graphe de droite, et on voit par rapport à des années, notamment 2022, on voit qu'on est quand même, notamment sur le bio, bien en dessous. Si on regarde maintenant sur les échanges de la France avec les autres pays, ce qu'on peut voir déjà, c'est que, alors la Pologne, vous le savez, c'est le premier pays qui exporte vers la France, enfin, où la France plutôt, on va dire, importe le plus depuis ce pays-là. Et ça ne cesse de s'accentuer. Donc là, il y a encore plus 13% sur les 9 premiers mois de 2024 d'importation en provenance de Pologne par rapport aux 9 mêmes mois de 2023. Sachant que la Pologne, c'est de la production très principalement polonaise, donc faite sur le territoire polonais.
Pour la Belgique et les Pays-Bas, rappel également, hein, c'est quelque chose qu'on précise à chaque fois, mais les imports depuis ces pays-là ne sont pas forcément de la production belge et néerlandaise, mais de l'import et export, donc des pays qui peuvent, sur lesquels peuvent transiter de la marchandise, qui peuvent venir d'ailleurs notamment de pays tiers. Donc là, c'est plutôt c'est à 0%, donc c'est flat sur la Belgique, et sur les Pays-Bas, c'est en légère baisse. Donc c'est vraiment la Pologne qui voit les volumes augmenter vers la France. Et au niveau des exports maintenant, donc on a vu les importations, là on regarde les exportations françaises. Et là, on a plutôt une progression un peu globale, hein, sur l'ensemble des exports, puisque la France, c'est notamment par rapport à une année de 2023 qui était aussi un peu compliquée, toujours dans les suites de la conséquence de la grippe aviaire. On avait moins de capacité de production, donc qui dit moins de capacité de production dit aussi moins de capacité d'export, bien sûr. Et là, on retrouve plutôt du dynamisme par rapport à une année qui était quand même un peu en deçà des années moyennes. Et donc, on exporte principalement vers nos voisins européens, hein, Espagne, Allemagne, Belgique, Pays-Bas. Il y a aussi, bien sûr, le Royaume-Uni, ancien pays européen de l'Union européenne, vers lequel on a toujours pas mal de flux commerciaux avec eux. Et il reste toujours quand même ce marché de grand export vers l'Arabie Saoudite, ou même si on a baissé beaucoup par rapport aux années avant la restitution aux exportations, donc avant 2013, notamment avec la marque Doux. Là, on reste quand même sur le pays tiers vers lequel la France continue à exporter. Et vous voyez, avec plus 5%, on est plutôt sur une tendance dynamique. Alors, qu'est-ce qu'on apporte maintenant en termes de type de morceaux qui vont être importés? Là, on a quelque chose pareil de tendanciel sur du très long terme qui se dessine, hein. Donc, on apporte toujours de plus en plus de filets. Donc, déjà en volume globaux, les filets, c'est ce qui pèse le plus en volume, avec plus de 280 000 techs qui sont importés sur les 9 mois 2024. Donc, c'est quand même le produit qu'on importe le plus. Mais la tendance, vous voyez, plus 1,2%, elle est quand même, alors sur des plus gros volumes, certes, elle est quand même moins marquée en valeur relative, que sur les préparations, où on a un escalier beaucoup plus marqué, avec plus 15%, notamment sur les 9 derniers mois 2024 par rapport à la même période de 2023. Alors que les cuisses, vous voyez, c'était à peu près stabilisé. Là, ça a même descendu sur les 9 premiers mois de 2024. Donc, à retenir, c'est que le secteur le plus dynamique, alors qui est encore très très loin du filet, certes, hein, mais c'est les préparations. Donc, on apporte de plus en plus directement des préparations. Alors, si on regarde sur un pas de temps plus long, sur 10 années, comment évoluer les exports par rapport aux imports de la France. Donc là, vous avez sur la courbe du haut les imports de la France depuis l'Union européenne. Et donc, c'est vraiment, si la France importe de plus en plus effectivement de volailles, hein, on le cite avec un poulet sur 2 consommé en France qui est importé, un chiffre que je pense maintenant tout le monde a à peu près en tête, et c'est surtout quand même des importations directement depuis des pays membres de l'Union européenne. Donc la Pologne, on l'a vu, mais aussi Belgique, Pays-Bas. Et quand on regarde les imports depuis les pays tiers, finalement, hop, je vais prendre le pointeur. Depuis les pays tiers, en fait, là, on voit sur la courbe du bas qu'on est... alors, il y a eu une petite hausse en 2021-2022, mais si on compare par rapport aux importations depuis l'Union européenne, on voit que c'est pas là-dessus, que c'est pas sur ces volumes-là que se font la hausse des volumes d'importation. Et par contre, sur les exports, donc on avait plutôt une exportation. Alors 2013, c'était l'année justement un peu switch, on a arrêté les restitutions aux exportations. Hein. Pour rappel, avant 2013, l'Union européenne aidait les exportations de volailles depuis l'Union européenne vers des pays tiers. Ça a été arrêté en 2013. Et du coup, il y a toute cette filière grand export, notamment, qui a fortement diminué et qui a continué à diminuer dans le temps. Et par contre, les exports vers le reste de l'Union européenne à 27 ont eu plutôt tendance à rester à peu près stable, voire en légère augmentation. Alors, sur ce graphe-là, l'idée, c'est de comparer relatif. On a regardé la hausse de la consommation et la hausse de la production. C'est pour de les mettre en regard l'un par rapport à l'autre. Donc, sur la volaille, globalement, vous avez, à chaque fois, c'est sur l'histogramme de gauche en noir, l'évolution en pourcentage, en relatif sur la production
et en turquoise sur la consommation. Donc tout est en hausse, certes, mais ce qui peut être intéressant de noter, c'est que sur les 9 premiers mois 2024 par rapport à 2023, on a toujours une production qui est en hausse, là, légèrement supérieure à la consommation, ce qui est plutôt rassurant parce qu'on a des parts de marché à récupérer puisqu'on importe énormément. Donc ça pourrait nous aider à descendre en dessous des 50% de volailles consommées, sur le poulet notamment. 50%, c'est sur le poulet consommé en France qui est importé. Avec sur la pintade une évolution de la consommation qui est plus forte, mais pour rappel aussi, la pintade, c'est la seule espèce qui a un taux d'auto-approvisionnement, c'est-à-dire production sur consommation extrêmement excédentaire. Donc on a de la marge de manœuvre sur la pintade, puisqu'on en consomme nettement moins que ce qu'on produit. Donc là, on a une marge de manœuvre possible. Et sur le canard, là, vous voyez, c'est un peu l'artefact du fait d'une année de référence 2023 qui est quand même un peu en deçà d'une année normale, qui fait que sur le graphe, ça ressort très fortement. Donc ça, c'est plutôt positif si on regarde sur 2023. Mais en fait, si on veut prendre un peu plus de recul, on peut dire de comparer justement à une année normale, donc 2019, et regarder en fait sur du plus long terme. Et autant sur le graphe précédent, donc vous voyez, tout était plutôt positif et donc plutôt plus rassurant. Enfin, c'est quand même rassurant, même si c'est sur une année de référence un peu moins bonne. Mais en fait, si on regarde sur du plus long terme, toute la volaille, en fait, elle est tirée quand même par le poulet, où c'est la seule espèce où il y a vraiment une production qui est très dynamique et une consommation qui est très dynamique. Donc de 2024 par rapport aux 9 mêmes mois de 2019. Donc ça permet de prendre un petit peu de recul par rapport à quand on regarde uniquement sur une année donnée. Donc c'est plutôt positif, même sur une année, je le répète, que sur toutes les espèces, c'est plutôt dynamique, mais c'est un peu l'arbre qui peut cacher la forêt sur du plus long terme, quoi. Et sur le poulet, quand même, ce qu'il faut noter aussi, c'est le risque d'un décrochage qui s'accentue entre une consommation plus dynamique que ce que la production arrive à suivre, et donc un décrochage sur du plus long terme de risque de devoir importer encore plus de poulet pour survenir aux besoins des consommateurs français. Et donc c'est ça que se traduit cette diapo-là. Donc là, c'est vraiment le taux le pourcentage d'import sur la consommation totale. Donc on l'a dit, il y a les 50% sur la dernière année complète, 50% de poulet consommé en France qui est importé. Sur 2024, comme on arrive à retrouver un peu de production, on arrivera à gagner un peu et à repasser sûrement en dessous de ce seuil de 50%. Il faudra regarder sur une année complète, là on n'est que sur 9 mois. Sur les autres espèces, on est quand même dans des proportions moindres, donc on est un peu plus souverain, pour reprendre un terme un peu à la mode, on est un peu plus souverain sur la dinde et sur le canard. On n'a pas mis la pintade, mais c'est encore plus marqué, bien sûr, sur la pintade, je viens de le dire. Mais donc, du coup, il y a vraiment cette mobilisation à avoir sur le poulet, et d'ailleurs, c'est un des objectifs de l'interprofession, d'essayer de retrouver des parts de souveraineté et que la production, qu'on arrive à pouvoir produire davantage pour regagner des parts de souveraineté. Alors, les leviers pour préserver sa souveraineté, lesquels sont-ils? Alors déjà, il y a beaucoup de choses, bien sûr, qui passent par le consommateur. C'est-à-dire que si le consommateur achète des produits origine France, forcément, ça peut aider. Au contraire, s'il achète des produits importés ou s'il ne regarde pas la provenance, ça peut impacter négativement. Pour rappel, il y avait Origine Info, on en a déjà parlé également pour ceux qui ont suivi les derniers WebEco, mais Origine Info, c'est une nouvelle démarche qui a été mise en place par le gouvernement précédent et qui est gardée par le gouvernement actuel, d'avoir un petit camembert sur chacun des produits. Alors pour l'instant, c'est une démarche uniquement volontaire. Dans les groupes qui ont prévu de le mettre dans la volaille, il y a la marque, le Gaulois, la marque de FDC. Il y a Fleury Michon, il y a plusieurs grosses enseignes qui ont décidé de mettre ça en place, qui se sont portés volontaires d'être dans les premiers à mettre ça en place. Et le but de ce petit pictogramme sur les produits, ça va être sur les 3 ingrédients majoritaires du produit, de dire quelles sont l'origine de ces ingrédients, de quel pays ils sont originaires. Donc ça, c'est une nouvelle démarche. On va voir si elle va se développer ou pas. En tout cas, il y a un certain nombre d'engagements qui ont été faits et un certain nombre de références qui devraient y passer
Alors ça a pris un peu de retard à l'allumage. Normalement, ça devait déjà être effectif. Bon, finalement, ça l'est pas encore tout à fait, mais on verra dans les mois qui viennent. Il y a des dates là qui approchent. Et puis, bien sûr, il existait déjà, en fait, et ça a un petit peu peut-être d'ailleurs la contradiction, en tout cas le paradoxe, c'est qu'avant qu'Origine Info existe, bien sûr, les filières avaient déjà mis en place des choses. C'est pas porté par le gouvernement, mais c'est par les filières. Et donc, il y avait tous les produits de l'association de promotion des produits français, la PAF, donc avec notamment pour la volaille, le petit logo volaille française, qui garantit du coup l'origine de France de ces produits-là. Sur la RHD, il y a aussi toute une thématique, hein, parce que pour rappel, là où il y a le plus de produits importés, c'est bien sur le segment RHD. Du coup, il y a notamment un rapport de la Cour des comptes, hein, qui est sorti là sur la filière poulet. Il y a eu 2 recommandations de fait dans ce rapport de la Cour des comptes. Et la deuxième recommandation de la Cour des comptes, c'est quand même qu'il y ait de l'étiquetage plus clair sur ces produits-là. Donc il y avait déjà, hein, pour rappel, c'était devenu une obligation d'afficher l'origine des viandes de volaille, comme ce qui a été fait depuis des années sur la viande bovine dans les restaurants, dans les lieux de restauration hors domicile. Il y a eu un petit... ça n'avait pas forcément été renouvelé tout de suite, mais bon, donc ça, c'est quelque chose qui devrait, on espère, se pérenniser à l'avenir. Petit bémol néanmoins quand même sur la restauration hors domicile du secteur public, c'est que le droit européen ne permet pas de mettre d'origine France dans les marchés publics. Ça serait jugé comme une démarche anticoncurrentielle au niveau du droit européen. On n'a pas le droit de privilégier un pays par rapport à un autre dans le marché communautaire. Après, il y a des façons de le faire de façon peut-être un peu indirecte, avec notamment si on demande des origines, alors peut-être pas origine France, mais une part de label ou label rouge, par exemple, on est sûr que c'est français, ou une part de bleu blanc cœur, ou d'autres démarches qui peuvent être un peu plus locales, qui permettent de pallier à cette réglementation européenne qui peut être assez contraignante pour les cantines scolaires, les restaurants d'hôpitaux, etc. Alors bien sûr, il y a les signes officiels de qualité. Alors le bio, pas forcément. Le bio, il peut bien sûr venir d'autres pays, mais quand même, quand on achète du bio, globalement, il est quand même d'origine France sur les produits, mais en tout cas, on peut en produire ailleurs en Europe. Par contre, le label rouge, il peut être produit qu'en France, donc quand vous achetez du label rouge, vous êtes sûr d'acheter français. Et puis les AOP, on a aussi 2 AOP. Alors en volume, ça pèse vraiment pas grand-chose, mais c'est pareil, c'est une garantie française. Alors après, il y a d'autres pays qui mettent en place des barrières douanières, tout simplement. Ils interdisent l'importation depuis certains pays ou remettent des taxes. C'est le cas de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, plutôt les pays limitrophes, notamment de l'Ukraine. Mais normalement, c'est pas du tout les règles du jeu européennes, puisqu'on n'est pas censé avoir des différences entre pays du marché communautaire, de taxes différentes selon les pays, ou des pays qui fermeraient leurs frontières. Donc ça, c'est une grosse problématique. Donc la France n'est pas du tout rentrée là-dedans. Il y a d'autres pays qui n'ont pas hésité à le mettre, mais qui se mettent un peu en porte-à-faux par rapport aux règles européennes. Ce qui est un vrai problème, un vrai souci quand même d'uniformité des règles au niveau européen. Donc voilà, pareillement, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, il y a plein de questions, hein. La première, elle nous est posée par Jean-Charles qui nous demande la différence entre le panel Kantar et le panel Nielsen. Oui, alors peut-être déjà, je vois que Mohamed a fait toute une réponse déjà, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre sur le panel Kantar, alors déjà, nous, on utilise le panel Kantar parce qu'il y a, c'est le Kantar pour France Agrimaire. Il y a un marché de France Agrimaire qui nous permet d'utiliser ces données-là. Donc déjà, c'est l'accessibilité aux données qui fait que nous, on utilise celui-là préférentiellement. Sachant que les entreprises ont souvent accès à plusieurs panels différents. La différence principale, en fait, c'est que Kantar, alors, il y a plusieurs modes dans Kantar après, mais si on simplifie un peu, Kantar, on est plutôt sur du déclaratif des consommateurs. Donc, ça a l'avantage de déclarer tout ce qu'ils peuvent consommer, pas forcément que en grande distribution. Alors que les données des autres panels comme Nicelle ou Circana, donc Circana, c'était, comme l'a mis Mohamed, anciennement IRI, hein, ça a changé de nom parce qu'il y a eu une fusion de plusieurs sociétés, qui eux vont directement en fait utiliser les gènes codes, les produits, les produits sortis de caisse. Et donc là, on a vraiment ce qu'ils ont officiellement consommé, on va dire, d'après les données sorties de caisse. Par contre, l'avantage de Kantar,
c'est que comme on répond à un certain nombre de questions quand on est dans un panel Kantar sur ses revenus, ses modes de consommation, etc., on peut avoir des profils d'acheteurs assez... est-ce que c'est des CSP+, ou pas, est-ce qu'ils consomment tel ou tel type de produit. Il y a plein d'enquêtes en plus complémentaires qui sont faites sur leur panel, qui permet d'avoir des informations complémentaires. Oui, alors effectivement, Mohamed a répondu déjà à beaucoup de questions dans les fils, vous pouvez les consulter. On a Anne-Cécile qui nous demande le coût estimé à 100 millions au global. Est-ce que c'est le passage des 85 à 70% supporté par la filière? C'est concernant le coût de la vaccination. Bah, en fait, ça, c'est l'ordre de grandeur était le même que la fois précédente. C'est juste qu'effectivement, à l'intérieur de ces 100 millions, il y a une partie plus forte qui va être prise en charge par la filière, mais c'était l'enveloppe, elle était pareil, autour de 104, 105 millions, je crois, d'estimation. La première campagne, je ne sais pas d'ailleurs si on a eu les chiffres définitifs de ce qui avait été, ce que ça avait coûté au final. Donc, on est en fait dans les mêmes ordres de grandeur. En fait, ce qui va être un peu moins coûteux, c'est la vaccination au couvoir, parce que ça évite de devoir remobiliser des équipes d'attrapage pour aller vacciner les animaux dans les exploitations. Après, on espère aussi que plus il y a de pays qui vont passer à la vaccination, plus il y aura de volume de vaccins faits. C'est que on peut espérer qu'il y ait des prix des vaccins qui soient peut-être plus faibles à l'avenir. Bon, tout ça, ça reste ça sera déterminé sur la suite, sachant que pour l'instant, les vaccins sont pris en charge par l'État, le coût des vaccins. Et ce qui est la partie où la filière est mobilisée, c'est plus sur les autres coûts, donc notamment sur justement la partie attrapage, le côté main-d'œuvre qui est mobilisé pour faire cette vaccination. Ce qui nous renvoie à la question de Pascal qui nous demande: la vaccination pourrait-elle devenir obligatoire pour les autres espèces? Vaste question. Vaste question. Alors pour l'instant, l'idée quand même, vous avez vu, c'est que quand on vaccine, on sait qu'on prend le risque quand même d'avoir des marchés qui se ferment. Donc l'idée, c'est vraiment de vacciner que ce qui est essentiel, ce qui est pour éviter. Alors déjà, ça a un coût, bien sûr. Ça a un coût directement, le coût de la vaccination, et en plus, il y a un risque de fermeture de certains marchés. Donc on ne va pas vacciner, on va dire, à tout va, non seulement parce que ça coûterait extrêmement cher, et en plus parce qu'on risquerait de perdre des marchés. Si sanitairement, on peut se contenter de vacciner uniquement les canards pour protéger l'ensemble des volailles, avec à côté bien sûr toutes les règles de biosécurité, on n'est pas revenu dessus, mais il n'y a quand même pas que la vaccination. La vaccination fait partie d'un panel d'actions pour éviter la propagation, la claustration des volailles qui peut exister, etc. Si on peut se contenter de vacciner les canards, je pense qu'on en restera là. Alors, il y a des groupes vaccination qui existent, je ne suis pas dans ces groupes-là, je ne sais pas s'il y a eu des évolutions là-dessus. Et l'espoir, c'est plutôt en fait que d'autres pays suivent. Il y avait la question des Pays-Bas, il y a la question des États-Unis. Alors, les États-Unis vont peut-être pas vacciner les mêmes, ou les Pays-Bas non plus d'ailleurs, les mêmes espèces. Notamment, il y a la question des poules pondeuses qui risque d'arriver dans certains pays, la vaccination des poules pondeuses. Donc voilà, donc l'idée c'est l'espoir, on va dire, ou la diplomatie, sanitaire serait plutôt si notamment les États-Unis se mettent à vacciner de façon, comme l'a fait la France, obligatoire sur certaines espèces, etc. On sait qu'au niveau des règles, au niveau mondial, l'OMC sera beaucoup plus facile à faire reconnaître la vaccination comme quelque chose d'essentiel et qui ne doit pas être un frein aux échanges. Si des gros pays comme les États-Unis mettent ça en place. L'enjeu, il est plutôt là-dessus. Alors moi, je me demandais justement, donc il y a 7 pays pour l'heure qui ferment nos frontières concernant les canards vaccinés. Ouais. J'ai pu comprendre que certains avaient aussi fermé à d'autres espèces non vaccinées. Qu'est-ce que ça représente, ça? Est-ce que ça représente beaucoup d'espèces? En fait, pour les pays concernés, le Japon, les pays d'Asie, du Sud-Est, etc., en termes de volume, pour nous, pour la filière volaille de chair, on l'a vu tout à l'heure, sur les exports, la France, elle exporte surtout vers ses voisins européens, où le seul pays tiers sur lequel elle exporte, c'est l'Arabie Saoudite. Donc, ce n'est pas les pays qui sont concernés par cette fermeture de frontières. Donc, ce n'est pas tant un enjeu sur les volumes en termes de volaille de chair. Ça peut être un enjeu sur les filières repro, où là, on a quand même une filière qui est beaucoup plus tournée vers l'export, où là, ça peut être un peu problématique. Et l'autre problématique, c'est pas forcément tant le poids relatif de ces pays-là que l'effet domino, c'est-à-dire si d'autres pays suivent et ça a été le cas sur le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni n'est pas du tout le premier pays qui a fermé ses frontières, on ne s'y attendait pas forcément. Et là, par contre, les conséquences, elles ont été assez directes alors là, que sur le canard, parce qu'eux, ils ont fermé que pour le canard.
Mais le risque, c'est qu'il y a d'autres pays qui pensent, enfin, qui se diraient la même chose et qui fermeraient aussi leurs frontières. Donc, pour l'instant, Il y a des pays qui l'enjeu, il est hésitent, pas pas? tant sur. Bah, en fait, il y a des pays effectivement, bah, déjà ceux qu'on a cités, il y en a certains où c'est encore tangent, donc peut-être que ça va se réouvrir ou pas. Et puis après, le risque, enfin, notamment, on disait sur les gros pays comme États-Unis, Canada ou autres qui pèsent sur les marchés, là, qui ont pu fermer notamment sur certains segments. Si ces pays-là demain vaccinent, bah, on sait que ça va réouvrir. Au contraire, ils ne pourront pas prétexter cette même mesure. Et puis après, l'autre enjeu aussi, c'est de ce qui se fait de plus en plus, hein, c'est de régionaliser, c'est-à-dire d'essayer en fait que quand, alors là, c'est pas tant sur la vaccination parce que la vaccination est nationale, mais quand il y a là par exemple, on passe en risque élevé, s'il y a des fermetures aussi par rapport au cas IHP dans certaines zones, de pouvoir contenir les freins à l'exportation que dans cette zone-là, que dans la région concernée et pas sur l'ensemble du territoire français. Et ça, c'est un autre enjeu, alors toujours lié à cette conséquence grippe aviaire, pour éviter que ça ferme la fermeture de tout le pays, mais peut-être potentiellement que des régions les plus impactées. Et donc ça, notamment, avec la Chine ou d'autres gros pays comme ça, c'est ce qui s'est passé dans d'autres espèces et c'est un peu tout l'enjeu des filières aussi de pouvoir un peu plus régionaliser la fermeture des frontières quand elle doit avoir lieu. On continue de répondre aux questions qui nous sont posées dans le chat. On a Dominique qui nous demande: est-ce que les poulets et dindes abattus en Belgique sont comptabilisés? Alors la Belgique, on l'a vu, hein, c'est assez particulier sur les graves puisqu'ils sont à la fois importateurs et exportateurs. Ouais. Alors il y a ça, premièrement, effectivement, qui peut, enfin voilà, qui peut créer un peu de flou, c'est-à-dire que ce qui nous renvoie comme volaille, c'est pas forcément toujours de la volaille produite en Belgique. Mais l'autre point particulier avec la Belgique quand même sur les flux, c'est qu'on a effectivement des éleveurs en France qui produisent des volailles, que ce soit du poulet ou de la dinde, qui sont ensuite envoyés en vif en Belgique et après donc abattus en Belgique ensuite, parce qu'en fait c'est des contrats entre des éleveurs français et des abattoirs belges et qui après peuvent revenir en France. Et donc effectivement, il faut connaître cette part de volume qui est un petit peu différente, qui doit être traitée un peu différemment, enfin en tout cas qu'il faut connaître pour savoir qu'est-ce nous on exporte en vif et on récupère en matière, en produit fini, quoi. Et je ne sais pas si Mohamed, tu peux nous préciser, mais de tête, c'est 70-80 000 tonnes par an qui sont exportés en vif de France vers la Belgique et qui peuvent revenir. Et effectivement, ça, on essaye dans les différents graphes d'en tenir compte, quoi. Là, sur les abattages, ce qu'on présente, c'est bien les abattages français, donc dans les abattoirs français. Donc, il n'y a pas la part des volailles élevées en France, abattues en Belgique. On a Jean-Charles qui a une question sur le Mercosur. A-t-on évalué ou a-t-on des projections sur les échanges de volailles sur l'Europe et la France en cas de signature de l'accord? Eh ben ça, c'est pareil, c'est un peu tôt, parce ce sera dans la prochaine partie, on va pouvoir en reparler. L'heure du teasing. Voilà, sur les échanges au niveau européen. Parce qu'en fait, la question du Mercosur, c'est vraiment c'est des accords avec l'Union européenne. Donc, c'est vraiment des volumes. Les contingents sont faits au niveau européen. Donc, on y reviendra. J'avais préparé une petite slide, effectivement, dans la partie suivante sur le Mercosur spécifiquement, parce qu'il y a une vraie question sur cet accord de libre-échange, effectivement. Alors, on a aussi une question sur le désossage, mais je crois comprendre que Mohamed, ah ben voilà, Mohamed est dessus. Parfait, il vient d'y répondre. Eh bien, si on n'a plus d'autres questions, si moi j'en avais une sur le marché Asie Est-Sud-Est qui a pris plus 324%. Ouais, alors après, juste sur ce marché-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est vrai que je n'ai pas précisé, autant sur l'Arabie Saoudite, c'est une filière spécifique, grand export, où là, on va en fait exporter du poulet entier congelé sous la marque Doux notamment. Donc là, c'est une filière vraiment spécifique où il y a des éleveurs qui font du poulet grand export, un abattoir spécialisé pour ça, etc. Sur les autres destinations, principalement, c'est plutôt nos coproduits, en fait, ce qu'on n'arrive pas à valoriser en France, qui vont être exportés sur l'Asie du Sud-Est ou sur l'Afrique.
ce qu'on appelle la dark meat, là, les pâtes, les cous, enfin, tout ce qu'on ne valorise pas parce que notre consommateur n'en veut pas. Et donc, du coup, c'est plutôt une façon de valoriser. Alors, c'est pas des productions à forte valeur ajoutée, mais ça permet quand même de trouver un débouché à ces produits-là qu'on ne sait pas valoriser sur le territoire français. Et donc ça, en fait, on va dire techniquement, quand on augmente notre production, on augmente notre part de coproduits et ça nécessite de pouvoir exporter tous ces morceaux-là vers ces marchés-là. Et j'avais une dernière question ici concernant la poulettisation. À quel moment est-ce qu'on va se retrouver à un point de bascule, si ça continue comme ça, bien sûr, un point de bascule où les autres espèces deviendront hors de prix parce que le poulet aura tout absorbé? Mais alors ça, c'est pareil, quand on fait les projections, si on fait du tendanciel, là, on a 80%, dans plein de pays, on est plutôt à 90% de poulet sur la viande de volaille. Donc, pour l'instant, on va dire la tendance pourrait continuer à aller vers ces 90% de poulet. Alors après, je pense qu'on n'irait pas au-dessus, mais bon, ça veut dire qu'il y a encore peut-être potentiellement des pourcentages supplémentaires qui pourraient arriver. Après, là, c'est toute la spécificité, on va dire, des filières françaises à réussir à défendre par des campagnes de communication. Il y a l'interprofession qui est mobilisée aussi sur le sujet pour défendre la consommation des autres espèces. Parce qu'on était un pays assez atypique, avec vraiment une diversité d'une gamme de volailles, d'espèces très différentes de ce qu'on peut trouver dans la plupart des autres pays, à part peut-être des pays d'Europe de l'Est notamment, où il y a aussi pas mal de consommation d'autres produits, ou beaucoup plus loin la Chine, qui consomme aussi beaucoup de canards ou de choses comme ça. Sinon, dans la plupart des pays du monde, c'est assez standardisé ou américanisé, si on veut, avec quasiment que du poulet et un petit peu de dinde, quoi. Et le risque, c'est d'aller vers ça. Enfin, le risque, c'est en tout cas, si on veut défendre une certaine diversité de l'offre et une diversité d'espèces, le risque, c'est celui-là. Et donc, l'idée, c'est de voir comment les filières, et notamment ces comités espèces ou l'interprofession, arrivent à mettre en avant cette particularité française, cette gastronomie française ou autre, pour valoriser ces autres espèces. Alors là, on va arriver dans la période des volailles festives. C'est aussi un moment de l'année un peu charnière pour on pense notamment à une partie de la dinde ou pour la pintade, où c'est un moment quand même qui permet de valoriser ces espèces spécifiques. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer aussi. Donc là, on ne voit pas forcément dans les chiffres. On verra aussi comment se passe la période des volailles festives, voir s'ils arrivent à retrouver un peu plus de volume, parce que généralement, c'est à ce moment-là que l'année, une grosse partie de l'année se fait sur les quelques mois de fin d'année, autour des fêtes de fin d'année. Bien, si vous n'avez plus de questions, on va passer à la partie suivante pour aborder le marché européen. Alors, sur le marché européen, là, on a un peu quelque chose d'un peu parallèle aussi à ce qui se passe en France. Il n'y avait pas que la France qui avait été touchée d'ailleurs dans les années précédentes par la grippe aviaire, même si c'est, pour mémoire, c'était le pays qui avait été le plus concerné. Mais donc, du coup, la production européenne progresse avec des abattages, donc Gallus, tout ce qui est poulet, qui augmente plus fortement. Le canard, mais vous voyez que ça pèse peu au niveau global européen, parce que en France, je vous disais, on consomme plus de canards, ou dans certains pays d'Europe de l'Est, mais globalement, dans les autres pays, il y a très très peu de production de canards. Et donc, du coup, on a quelque chose de plutôt dynamique, tiré surtout par le poulet. Et après, justement, quand on fait le focus pays par pays sur les différentes espèces, alors déjà, rappel, c'est que la Pologne, on a dit que c'était le premier pays qui exportait vers la France, mais aussi le premier pays qui exporte vers l'ensemble des membres de l'Union européenne, ou vers même les pays tiers en Europe, c'est le premier pays producteur exportateur. Donc les abattages de volailles sont notamment assez dynamiques sur ce pays-là, tirés par, on le voit sur le graphe de droite, par les abattages de poulets. Dans les autres pays, vous voyez, c'est plutôt dynamique un peu partout. Il y a un cas particulier qui est les Pays-Bas. Vous avez peut-être suivi qu'il y a toute une politique un peu de désintensification de l'élevage aux Pays-Bas. Vous avez une dérogation à la directive nitrate depuis des années, les 170 kg d'azote par hectare. Ils n'ont plus accès à cette dérogation, puisqu'on considère qu'ils n'ont pas respecté les autres engagements. Et donc, ils sont obligés de dépeupler leur élevage globalement. Et donc, il y a une baisse de la production. Ce n'est pas que sur la volaille, sur l'ensemble des productions animales. Et donc, les Pays-Bas sont plutôt en train de vider leurs poulaillers ou leurs étables, etc., sur la production. Donc là, on a une baisse sur les Pays-Bas, alors qu'on a une hausse sur la plupart des autres pays européens.
Sur la dinde, là, autant la Pologne était dynamique que sur sur les autres volailles, notamment le poulet, autant sur la dinde, là, il y a une petite baisse. La France, elle est positive, mais on l'a vu tout à l'heure, hein, sur l'ensemble des productions, donc c'était le cas en dinde, on l'a vu tout à l'heure, donc j'y reviens pas. Et en canard, donc ça concerne beaucoup moins de pays. D'ailleurs, je pense qu'il y a un petit, j'avais pas vu, mais la légende, il y a dans une petite coquille sur les tecs, on doit être en tech et pas en miltech. Enfin bref, on corrigera ça. Et du coup, bah là, tous les pays, et notamment, pour rappel, les autres pays qui avaient été concernés par la grippe aviaire, c'est aussi d'autres pays qui sont justement producteurs de canards, comme la Hongrie, on l'a vu aussi, qui était très fortement touché là sur cet automne 2024. Et donc, ces pays ont retrouvé des couleurs pour l'instant sur les abattages de canards. Alors, quand on regarde, donc vous savez qu'il n'y a pas de cotation en France sur la volaille, mais il y a des cotations dans d'autres pays, notamment sur la Pologne, et on a les cotations ABC pour le Benelux. Et donc là, on peut regarder les cotations 2024 par rapport à 2023 ou 2022. Et donc, on voit qu'on est plutôt sur des cotations qui sont assez fortes, enfin, assez haussières. Donc, on a plutôt, du fait d'une consommation qui est très dynamique et qui est un peu similaire dans tous les pays, qui fait ça tire un peu sur l'offre et on retrouve des niveaux de prix de 2022 sur ces cotations. Vous voyez aussi en droite en 2024, on était parti en début d'année plutôt en dessous, mais là on a retrouvé le niveau de 2022 et on a dépassé déjà depuis quelques mois le niveau de 2023. Alors, ce qui est intéressant de regarder, quand on regarde l'origine, donc là c'est le prix de la viande désossée rendu Pays-Bas, Allemagne, selon les origines. Donc vous avez le Brésil, la Thaïlande, l'Ukraine et la Pologne. Donc la Pologne, c'est en bleu, hein, donc c'est le plus cher, on va dire, l'origine qui est la plus coûteuse sur les différents pays. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est surtout l'évolution que vous voyez dans le petit tableau de droite, entre août 2023 pour la Pologne et août 2024, avec une augmentation de plus de 16% sur ce pays-là, alors que sur les autres pays, alors on a un petit peu de hausse, mais on est vraiment, vous voyez, l'échelle n'est pas du tout la même, l'échelle de hausse n'est pas du tout la même. Ce qui fait que la Pologne est devenue une origine tellement plus chère qu'on a pu retrouver des conséquences, et notamment d'ailleurs pour la France, c'est plutôt favorable parce que le différentiel avec la France est moindre, ce qui peut aussi redynamiser l'offre Origine France. Et notamment, c'est fait du fait des Pays-Bas, avec une forte demande, sachant que leur propre production est plutôt en baisse. Donc globalement, il y a une demande forte, et en plus, les Pays-Bas ont produit moins et ont été obligés d'importer plus. Sur les exportations européennes, donc l'exportation européenne vers, à gauche, les pays tiers, et à droite, vers les pays membres de l'Union européenne. Donc, pour rappel, le pays vers lequel on exporte le plus au niveau européen, ça reste le Royaume-Uni, mais on va dire que c'est lié à l'historique du fait que c'était un pays membre de l'Union européenne. Donc, du coup, il y avait beaucoup d'échanges, comme ce qui se passe entre les pays membres de l'Union européenne. Et après, ça va être un certain nombre d'autres pays où ça va être plutôt de la volaille, ce que j'ai dit tout à l'heure, sur des marchés pas forcément les plus valorisateurs, mais sur lesquels on a besoin, on est obligé d'exporter des morceaux qu'on ne sait pas valoriser en France ou en Europe. Et sur les pays membres de l'Union européenne, donc c'est surtout la Pologne qui exporte vers les autres pays membres de l'Union européenne, les Pays-Bas en deuxième, mais pas forcément leur production sur leur territoire hollandais, sachant qu'on a vu en plus qu'ils en produisaient moins sur leur sol. Donc c'est plutôt des réexportations. Et puis après, bien loin derrière, on a la France et la Belgique, qui là ont retrouvé, on l'a vu tout à l'heure sur la France, ont retrouvé des couleurs avec une production qui était en hausse, et donc ils peuvent se permettre d'exporter un peu plus. On avait fait des focus spécifiques les fois dernières. Je vous encourage, pour ceux qui n'avaient pas suivi les derniers Webeco, à aller peut-être retrouver les vidéos ou autres, parce qu'on avait fait un peu plus de détails sur notamment le groupe MHP, etc., pour expliquer quels étaient les tenants et aboutissants des importations ukrainiennes en Europe, avec la suspension des droits de douane. Donc là, j'ai pas remis spécifiquement, parce qu'on en avait déjà beaucoup parlé, on a quelques données, mais j'ai pas expliqué le contexte spécifique ukrainien. Ce qu'il faut voir en fait là sur les importations, donc du coup des pays tiers de l'Union européenne, depuis les pays tiers de l'Union européenne, c'est que le Brésil, reste toujours en tête. On y reviendra. Ça pourrait encore s'accélérer si un accord Mercosur est signé. L'Ukraine
pour rappel des épisodes précédents, on était vraiment sur quelque chose en escalier très, très marqué. Pour la première fois, l'escalier redescend. Donc ça, c'est à noter. On verra, en fait, c'est pareil, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce qu'en fait, il y a un phénomène qui peut expliquer ça et qui est lié seulement à certains pays. Mais on reste quand même si on a baissé de 27% sur les 8 premiers mois 2024 par rapport à 2023, on reste toujours en hausse de 19% par rapport au même mois de 2022. Donc, même si là, en pourcentage relatif sur l'année précédente, c'est très marqué en baisse, sur du plus long terme, on voit qu'on est quand même sur des importations quand même beaucoup plus élevées que par le passé. Donc la part, ce qu'on vient de dire, de l'origine Ukraine dans les imports redescend. Si on regarde là, en fait, c'est la part des origines dans les imports de l'Union européenne pour voir combien chaque pays pèse dans les imports de l'Union européenne. Donc le pays qui pèse le plus, c'est le Brésil. Sur les 8 premiers mois 2024, il pèse un peu plus d'un tiers de l'origine des importations européennes. Et l'Ukraine, qui était passée au-delà des 25% sur toute l'année 2023, et même sur les 8 premiers mois 2023, on était à 26%, est redescendu à 20%. Ce qui reste quand même plus que les 17% de 2022, et encore plus si on regardait sur 2021. Mais il y a quand même une belle baisse. Et la Thaïlande a gagné 1 point, donc elle est à 20%. Et le Royaume-Uni, c'est un peu différent parce que effectivement, c'est un pays ex-membre avec lequel on a pas mal d'échanges. Alors, du coup, on pourrait dire, ça, c'est plutôt peut-être une bonne nouvelle pour les producteurs européens, cette baisse de l'origine Ukraine. Mais en fait, quand on zoome un petit peu, pourquoi sur cette baisse globale, en fait, il faut regarder ce qui se passe pays par pays. Et en fait, sur les importations depuis l'Ukraine, vous avez donc les Pays-Bas qui sont en bas, la Hongrie, et en fait, vous avez 2 pays ici, que sont la Pologne et la Hongrie, qui ont complètement en fait fermé leurs frontières. Là, c'est sur les 43 premières semaines de 2024. On voit le différentiel. Il y a 2 couleurs qui disparaissent totalement, qui fait qu'en fait, l'histogramme globalement est en baisse, mais en fait, si vous n'aviez pas ces 2 couleurs qui ont complètement disparu, on serait sûrement encore en hausse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le cas de la France, là, avec la question de la souveraineté, c'est qu'il y a 2 pays qui ont purement et simplement décidé d'arrêter totalement les importations, qui ont fermé leurs frontières en fait à l'Ukraine sur ces importations, que sont la Pologne et la Hongrie. Et si on enlève ces 2 pays, les importations sur l'ensemble des autres pays de l'Union européenne, ils ont quand même continué à progresser. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre un peu de recul sur la baisse globale des importations ukrainiennes, qui fait aussi qu'on n'a pas dépassé le seuil, pour rappel aussi, du coup, il n'y a plus de droits de douane sur les importations ukrainiennes, mais il y a un seuil de déclenchement, c'est-à-dire si on atteint un certain volume, on peut réintégrer des droits de douane, mais en fait, on ne l'a pas atteint, notamment parce qu'il y a des pays, comme ils ont complètement cessé d'importer, on est en dessous. Si ces pays-là étaient restés, on serait actuellement au-dessus du seuil, on aurait pu remettre des droits de douane. Donc là, ça pose une vraie question quand même de gouvernance au niveau européen, puisque en fait, du coup, ces 2 pays se sont protégés eux-mêmes, mais finalement empêchent les autres de pouvoir se protéger. Enfin bref, donc c'est toujours ce problème d'inéquité, on ne joue pas tout à fait avec les mêmes règles du jeu, qui peut quand même être problématique. Alors maintenant, le Mercosur, il y avait une question dans le chat, effectivement, il faut qu'on en parle. On n'en a pas parlé depuis longtemps, parce qu'en fait, c'est un accord de libre-échange. Donc Mercosur, c'est le marché en fait avec l'Amérique latine. Donc il y a 5 pays concernés, il y en a les 4 historiques, c'est Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay. Le Venezuela est sorti quand il y a eu des problèmes politiques, et au contraire la Bolivie est rentrée. C'est un projet, on dit le Mercosur, mais le Mercosur, c'est la zone d'échange qui existe déjà, donc c'est l'accord de libre-échange avec le Mercosur qui est le sujet. Donc l'accord de libre-échange avec le Mercosur, c'est en discussion depuis plus de 20 ans, et ça a été ratifié une première fois en 2019, le 28 juin, par la Commission européenne. Mais ce qui est un peu subtil au niveau européen, c'est que c'est une première ratification qui n'entraînait pas la signature définitive de l'accord, qui là n'est pas encore faite. Et on en parle énormément en ce moment, notamment avec les manifestations des agriculteurs là, qui démarrent, parce qu'il y a un gros sujet sur les importations de viande. Et pourquoi maintenant? Parce qu'en fait, on a laissé entendre que ça pouvait être potentiellement signé avec le G20 là, qui a lieu à Rio actuellement. Bon, finalement, c'est plus trop dans le G20 que ça devrait être signé. Maintenant, on parle plutôt du congrès du Mercosur qui a lieu en décembre de cette même année. Donc, il y a plein de points d'interrogation. On ne sait pas exactement, mais
il y a pas mal de bruits de couloir qui disent que cet accord va être signé prochainement. Pourquoi il va être signé prochainement? Parce qu'en fait, il y a des pays qui poussent énormément à ce qu'il soit signé. L'Allemagne en premier lieu, il y a l'Espagne aussi qui est juste derrière. Et il y a des pays qui sont opposés, et dans le camp adverse, on va dire, de ceux qui sont fortement opposés, c'est la France qui est en tête pour s'opposer à cet accord. En fait, pourquoi il y a un problématique sur cet accord? C'est la question. Alors pourquoi déjà l'Allemagne veut cet accord? C'est parce que pour l'Allemagne, ça permet d'exporter, notamment pour le marché automobile, hein, les marques allemandes qui pourraient bénéficier d'exemptions de droits de douane pour pouvoir exporter sur cette zone-là. Et la France, pourquoi elle est opposée? C'est bien sûr pour la question agricole, avec un certain nombre de productions qui pourraient être concernées. La question, c'est vraiment la question des clauses miroirs dont on parle souvent, c'est-à-dire est-ce qu'on accepte d'importer des produits qui répondent à des normes différentes des normes qu'on impose à nos propres agriculteurs? Donc c'est vraiment ça le cœur du sujet. J'ai mis pour ça, c'est les clauses miroirs aux alouettes, parce qu'on en parle beaucoup des clauses miroirs, mais finalement, il n'y en a quasiment aucune qui est appliquée. C'est plutôt pour l'instant, dans les accords de libre-échange qui existent, il y a quelques cas qui existent, mais c'est plutôt sinon des convergences de normes, c'est-à-dire que les pays sont censés s'engager à, mais ce n'est pas coercitif, c'est-à-dire que s'ils ne le font pas, ça ne remet pas en cause de l'accord. Ils sont censés le faire, mais voilà. L'autre problématique, c'est aussi de pouvoir contrôler les normes qui évolueraient sur ces autres pays. Et là, l'autre scandale dans le scandale, c'est que vous avez sûrement entendu aux infos, c'est que ce qui est interdit d'importer en Europe, c'est de la viande aux hormones, comme on appelle ça. Donc, dans l'élevage de l'animal, il y a eu l'utilisation d'hormones de croissance pour favoriser le développement de l'animal. Ça, c'est interdit. Ça, pour le coup, c'est pas une convergence volontaire, c'est vraiment une interdiction. Sauf qu'on se rend compte qu'on est incapable de contrôler dans la viande que l'animal n'a pas eu d'hormones dans sa vie. Ce qui fait qu'effectivement, on peut comprendre pourquoi ça pousse les agriculteurs à être assez en colère sur ces sujets-là, parce que ça veut dire qu'en gros, on ne joue pas avec les mêmes règles du jeu, et quelque part, on sacrifie, je mets des guillemets, mais l'agriculture, enfin certains secteurs de l'agriculture, hein, parce que tous ne sont pas impactés de la même manière, et donc c'est ça la complexité. Sachant que du coup, les filières qui sont le plus concernées par le Mercosur, celles où d'ailleurs il y a eu des communiqués qui ont été faits, c'est plutôt les filières viande pour les filières agricoles, les filières betteraves, les filières viande, parce que là, ils voient directement les conséquences avec des contingents de viande qui seraient à droit nul, donc sans droit de douane, qui pourraient arriver sur le territoire européen. Actuellement, le Brésil a déjà 443 000 tonnes de contingents à droit réduit sur une partie de poulets notamment qu'ils peuvent exporter, alors qui n'est pas utilisé entièrement. Il y a eu pas mal de scandales sanitaires, hein, donc en fait, le Brésil exporte moins on le verra sur une slide d'après, que ce qu'il a pu exporter par le passé à cause de ces scandales sanitaires. Et là, si l'accord de libre-échange avec le Mercosur est signé, ça rajouterait 180 000 tonnes sur la partie volaille. On parle beaucoup des 99 000 tonnes sur la partie bovine, on parle moins des 180 000 tonnes sur la partie volaille, mais vous voyez que c'est quand même le double. Et notamment sur le filet. Alors c'est le même problème aussi sur la viande bovine, c'est qu'on dit oui, c'est que 1%, donc ça pèse pas grand-chose au global, sauf que c'est sur des morceaux à forte valeur ajoutée. Bah là, c'est un peu la même problématique sur la volaille avec des morceaux à haute valeur ajoutée comme le filet. Et autre petite subtilité, c'est que ça fait 20 ans que c'est en signature, que c'est en négociation cet accord de libre-échange, et il y a 20 ans, il y avait le Royaume-Uni qui était dans l'Union européenne. Et quand le Royaume-Uni était dans l'Union européenne, c'est le pays de l'Union européenne qui importait le plus depuis les pays tiers, qui est un très gros consommateur de poulet et qui importait énormément depuis les pays tiers, mais de très loin. Le fait que le Royaume-Uni est sorti et que ça n'a pas remis en question le tonnage total que l'Union européenne, c'est-à-dire que les 180 000 tonnes, au lieu d'être réparties sur l'ensemble des 28 pays, est maintenant réparties sur l'ensemble des 27 pays, avec en moins le pays qui potentiellement aurait pu en absorber le plus. Donc c'est un problème dans le problème, puisque du coup, on sait que c'est plus 180 000 tonnes à 28, mais 180 000 tonnes à 27, et donc ça va renforcer encore plus le déséquilibre. Alors justement, si on regarde sur 10 années, qu'est-ce qui s'est produit sur la répartition des pays exportateurs de poulet vers l'Union européenne? Tout à l'heure, je vous avais mis vraiment le focus, on voulait regarder là sur l'Ukraine. Si on regarde sur le Brésil, pour quand même prendre un peu de recul,
il y a 10 ans, le Brésil exportait plus, la part du Brésil était plus forte dans la part des exportations vers l'Union européenne. Et comme il y a eu pas mal de scandales, cette part a plutôt baissé et il n'a pas utilisé tout le contingent qu'il aurait pu utiliser avec des droits réduits, puisqu'il est passé de 43% en 2013 versus 34% en 2023. Alors là, ça a plutôt eu tendance à augmenter ces dernières années et si demain, effectivement, l'accord est signé, il y a de fortes chances que ce volume réaugmente, surtout si ce n'est pas des droits réduits, mais des droits nuls, c'est encore plus forcément compétitif. Et alors, une fois qu'on a posé ces questions-là, ce qui est intéressant de regarder, c'est quels sont les pays européens, du coup, qui importent depuis le Brésil. Et là, ce qu'il faut regarder, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la question d'import et export, c'est que de très très loin, parce que c'est presque 70%, c'est les Pays-Bas qui importent depuis le Brésil et qui réexportent du coup vers le voisin, avec l'autre question qui est la perte un peu de traçabilité des produits. S'ils subissent une étape de transformation sur le territoire, sur le premier pays par lequel ils sont rentrés en Union européenne, on risque de perdre l'information jusqu'au produit fini dans l'assiette du consommateur. Et donc ça, c'est quand même aussi l'autre problématique. Et vous voyez que c'est vraiment les Pays-Bas, qui sont un pays de commerce, qui sont le premier de très très loin pays importateur. Ensuite, il y a l'Allemagne et l'Espagne, et la France, elle pèse quasiment rien dans les importations en direct depuis le Brésil. Alors pour conclure, et puis après on pourra reprendre une petite phase de questions, mais pour conclure sur l'ensemble des différents éléments qui viennent d'être présentés, la première question, quand même, le gros point d'interrogation, l'épée de Damoclès au-dessus de la filière, reste quand même la question de la grippe aviaire liée à HP. Donc la question qui est sur toutes les lèvres, c'est est-ce que la vaccination, plus la biosécurité, plus les dépeuplements quand il y a des cas, vont suffire à contenir l'explosion et la propagation du virus, plus la question aussi quand même des variants et des différents types de virus de grippe aviaire qui peuvent arriver sur le territoire. Sur l'Ukraine, on a toujours ce gros point d'interrogation lié au conflit en cours sur ce qui va se passer sur la suite, sachant que je vous ai dit le frein qui a été activé, on le verra dans 2 jours sur les œufs, n'a pas été activé pour l'instant sur la viande de volaille, et que demain se pose la question de l'intégration de ce pays géant au niveau agricole dans l'Union européenne, avec un côté peut-être plus équitable, je mets aussi des guillemets, c'est que là, pour l'instant, en fait, ils exportent vers l'Union européenne, mais avec des normes qui sont ukrainiennes. Demain, s'ils rentraient dans l'Union européenne, ça serait avec des normes européennes, donc ils seraient obligés de faire évoluer leurs normes de production. Sur le Brésil, le gros point du moment, c'est quand même quid de l'accord Mercosur, est-ce qu'il passera, ne passera pas? La France, on l'entend tous les jours, là, la France s'y oppose tous les jours, mais les autres pays, l'Allemagne en tête, disent que ça va être signé de façon imminente. Donc, qu'est-ce qui va se passer au final? Si ça se passe, effectivement, ça pourrait être assez impactant sur nos filières avicoles. Et sur l'inflation et la consommation, donc on a un ralentissement de la hausse des prix. Donc attention, on n'est pas en déflation globale. Donc il y a une baisse des prix là sur les produits alimentaires, mais globalement l'inflation elle est juste plus dans les mêmes niveaux qu'avant, mais on est encore sur de l'inflation faible, de l'inflation. La question du plancher sur les signes officiels de qualité, est-ce qu'on a effectivement atteint un plancher et que du coup maintenant ça va plus descendre en dessous? Ça c'est une vraie question qu'il faudra suivre. Et plus globalement, et ça c'est plutôt positif pour nos filières, c'est que pour l'instant, hormis les cas que je viens de citer, grippe aviaire ou autre, qui pourraient mettre à mal le scénario, mais globalement, on n'a pas de signaux qui viendraient indiquer une diminution de la consommation de poulet dans les années à venir, que ce soit au niveau français, européen ou monde. Donc on sait qu'on a plutôt une carte à jouer sur la production pour déjà subvenir bien sûr aux besoins de nos propres consommateurs, mais qu'à côté, il y aura des consommateurs d'autres pays qui de toute façon, globalement, voudront au niveau mondial et au niveau européen plus de poulet à l'avenir. Voilà, et on peut peut-être reprendre une phase de questions. Je ne sais pas si on est dans le chat. On reprend les questions, et oui, il y en a plein. On a déjà une première question relative à l'Ukraine. Dominique nous demande la capacité actuelle de production et d'exportation de l'Ukraine. Ça, peut-être que Mohamed pourra repréciser les chiffres. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est que donc l'Ukraine, donc effectivement, j'ai pas remis les données ici, mais c'est MHP, donc le premier groupe ukrainien qui exporte une très très grosse partie de sa production vers les marchés à l'export et qui a été redirigé principalement vers l'Union européenne avec la suspension des droits de douane.
Donc, je ne sais pas si Mohamed, si tu peux nous remettre un peu les chiffres de MHP qui étaient dans le dernier WebEco. Mais du coup, effectivement, c'est un acteur en fait privé qui fait le gros des volumes. Et là, c'est pareil, on n'a pas repris parce qu'on avait développé ce cas-là la fois précédente. Mais l'autre point concernant ce groupe-là, c'est l'implantation de MHP sur le territoire européen. Donc, avec notamment, il y avait le gros projet en Slovaquie, qui fait que si demain, même si l'Ukraine en fait n'intègre pas tout de suite ou intègre plus tard l'Union européenne, il y a de toute façon ces groupes-là qui sont en train de s'installer sur le territoire européen, avec quand même des questions qui se posent sur la taille des outils, qui ne sont pas du tout les mêmes outils, en tout cas ce que nous on a en France, hein, qui peuvent exister dans d'autres pays, mais pas ce qu'on a en France. Sur la main-d'œuvre qui est employée, qui est de la main-d'œuvre qui n'est pas de la main-d'œuvre locale européenne, sur la BRED, hein, la banque de financement européenne qui aide à l'investissement de cet acteur ukrainien. Enfin bref, il y a pas mal de débats donc, sur l'Ukraine, et donc ça, c'est un sujet de toute façon qui est très suivi hein, par la profession. Nous, côté Itavi, on va continuer à le suivre. Là, il y a eu le ministère fait aussi une étude sur laquelle on a répondu et qu'on va suivre pour le ministère de l'Agriculture sur ces questions-là. Donc sur l'Ukraine, on aura sûrement pas mal d'autres éléments à vous présenter les fois prochaines. C'est un sujet qu'on va bien sûr continuer à creuser avec la grande question, hein, c'est si demain l'Ukraine intègre l'Union européenne, quelles vont être clairement les conséquences sur les productions agricoles. Ça se pose pour le poulet d'ailleurs comme pour pas mal d'autres productions, puisque l'Ukraine c'est un très gros pays aussi producteur de différentes matières premières. Donc voilà. Après, il y a aussi des opportunités. Il ne faut pas voir que le côté, en tout cas, le côté français, on voit ça plutôt comme une menace. Pour d'autres pays européens, c'est plutôt vu comme une opportunité, notamment avec la fermeture des frontières côté américain, côté Asie, côté, voilà, ce qui se passe dans le monde, d'avoir un pays très gros producteur de matières premières qui serait dans notre marché commun. Pour certains pays, c'est plutôt vu comme une opportunité. On pense notamment à la dépendance du soja d'Amérique du Sud, avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur la déforestation, les contraintes liées à la déforestation, la fermeture des frontières, les potentielles hausses de droits de douane sur des pays exportateurs comme les États-Unis. Et dans le pendant, si l'Ukraine était sur le marché européen, notamment sur le tournesol iPro, où ils sont très gros producteurs. Bon, bref, il y a peut-être des opportunités. Donc, l'idée, ça sera essayer de voir aussi le pendant. Là, on voit vraiment que le côté menaçant. Il y a potentiellement des opportunités qui sont plus difficiles à voir pour nous, Français, mais que pour d'autres pays, ça peut être une opportunité. Et aussi sur la sécurité. On ne va pas parler de souveraineté, mais de sécurité alimentaire. Si l'Ukraine intègre le territoire européen, en termes de sécurité alimentaire globale, pour l'Union européenne, c'est plutôt favorable. Après, l'autre grand point d'interrogation, c'est quid parce que la guerre est toujours en cours et on ne sait pas du tout quelle sera l'Ukraine de demain. Est-ce que, pareil, hein, la question avec Trump, là, qui a dit qu'il allait mettre fin à la guerre en 24 heures, on attend de voir comment ça va se passer. Si le territoire ukrainien est de taille complètement différente du territoire actuel ukrainien, ça va aussi, bien sûr, avoir des conséquences importantes. Pour rappel, hein, la production de poulet, elle est plutôt dans l'ouest de l'Ukraine. Mais il n'empêche que dans les autres zones, dans les zones actuellement concernées par le conflit, il peut y avoir d'autres productions, des matières premières qui sont produites. Voilà. Donc il peut y avoir des effets ricochets sur le reste. Sur le Mercosur, on nous demande quel bénéfice en tirait l'Espagne. On a bien vu pour l'Allemagne, l'Espagne fait partie aussi des pays plus favorables. Qu'est-ce qu'ils vont en tirer ? L'Espagne, en fait, c'est assez paradoxal parce que les syndicats des agriculteurs espagnols, parce que l'Espagne, c'est aussi un gros pays agricole, sont contre le Mercosur. Donc, c'est pas du tout sur le volet agricole, en fait. C'est juste que le gouvernement espagnol en place, lui, voit plutôt des choses bénéfiques en termes de toute façon, on va dire, il y a des pays qui sont plus liés à des accords libéraux, de baisser les droits de douane pour d'autres secteurs d'activité de l'Espagne. Mais les agriculteurs espagnols, pour le coup, sont en raccord avec les agriculteurs français. Mais c'est juste que le gouvernement espagnol, lui, est favorable. Pas forcément sa population agricole ou ses syndicats agricoles. Alors, Mohamed a répondu encore à quelques questions dans le chat. On a une question sur les éléments objectifs sur l'écart de prix de revient du filet entre les pays européens, l'Ukraine et le Brésil. Est-ce qu'on a une idée de ça ?
Là, c'est pareil, peut-être que on avait regardé avec Mohamed, on doit avoir quelques données. Alors, c'est difficile de comparer des coûts de production ou des prix de revient entre pays. Mais là, je crois que Mohamed, si tu peux nous redonner, on avait un petit graphe là, peut-être qu'on peut, enfin, en tout cas, quelques données que Mohamed avait refait. Mais ça reste des estimations parce que on n'a pas des sources de données suffisamment homogènes pour que ce soit très, très fiable. Les dernières données homogènes qu'on a, ça date d'une étude de 2018 faite par l'université de Wageningen par Peter Van Horn. Mais depuis, on n'a pas d'études faites, on va dire, dans des conditions homogènes. Donc, on peut faire des estimations parce qu'il y a comment dire, on arrive à récupérer un certain nombre de données, mais il faut prendre un peu de recul quand même sur ces données-là. Donc, je ne sais pas, après, Mohamed, si tu as quelques données que tu peux nous mettre à titre d'exemple, mais voilà, ça reste à prendre avec des pincettes, quoi. Une grosse fourchette. On a une question sur les inondations du mois d'avril. Je ne suis pas sûre de bien la comprendre. Si Guillaume Arche, vous pouvez nous la préciser un petit peu. Les inondations dans les zones de production du mois d'avril, j'imagine, vont-elles avoir un impact ? Ah oui, sur les inondations en Espagne, là, du coup, c'était ? Il n'y a pas de précision. Donc, si la personne qui a écrit cette question peut nous apporter quelques précisions, en attendant, on va passer à une autre question. Qu'est-ce qu'il est prévu dans les autres pays européens sur la vaccination ? On en a un petit peu parlé tout à l'heure déjà. Et la France est-elle le seul pays à date à vacciner ? Ouais. Je rebondis, je reviens en arrière, parce que là, je vois la réponse de Mohamed sur l'Espagne, sur des exportations aussi, qu'il y a une partie de ces produits-là qui est intéressée. Pour rappel aussi, en France, on dit les agriculteurs, de façon globale, sont opposés au Mercosur. Là, quand il y a eu un communiqué qui a été fait, ça a été fait par les interprofessions de la viande et des betteraves, donc en vol pour l'interprofession volaille de chair, Interbef pour les autres viandes bovines, etc. Mais d'autres secteurs comme les produits laitiers, comme les vins également, hein, au niveau français, n'ont pas fait de communiqué. Donc il y a certes, après pareil sur les filières laitières, il y a la reconnaissance des AOP, je crois 350 AOP qui vont être reconnus si l'accord est signé. Donc effectivement, il y a un peu plus, là, globalement, on va dire, c'est plutôt globalement rejeté, mais il y a quand même quelques productions, y compris agricoles, qui ont potentiellement un intérêt à ce que cet accord ait lieu, parce que ça leur permettrait, eux, de pouvoir exporter plus de produits ou d'avoir, pour les AOP, une reconnaissance et du coup une garantie qu'il n'y ait pas de risque d'usurpation de leur identité AOP sur le territoire concerné. Et pardon, du coup, Diane, est-ce que tu peux me redire la deuxième question que tu me posais ? La question suivante, c'était qu'est-il prévu dans les autres pays européens sur la vaccination et la France est-elle le seul pays à vacciner ? Alors, pour l'instant, il n'y avait que la France qui vaccinait. Dans les pays potentiellement vaccinateurs demain, il y avait deux pays qui étaient un peu les plus concernés. Il y avait les Pays-Bas qui souhaitent vacciner potentiellement, ce serait plutôt les poules pondeuses. Et il y avait, l'Italie qui voulait vacciner ses dindes. Alors je ne sais pas, j'ai pas suivi les dernières avancées, est-ce que ça a évolué là-dessus, mais c'était un peu les deux pays qui voulaient vacciner. Et après, sur les États-Unis, il y avait aussi la question de la vaccination aussi des poules pondeuses, sachant que d'ailleurs, c'est beaucoup des sites de poules pondeuses qui ont été touchés aux États-Unis quand il y a eu les cas, parce que le pays n'a pas été épargné par la grippe aviaire. Et donc du coup, comme c'est des énormes exploitations, en plus, c'est tout de suite des millions de poules pondeuses qui ont été abattues. Donc voilà, donc ça à suivre. Là, il faudrait regarder ce qui va se passer dans les prochains mois, mais effectivement, plus il y aura de pays qui vont vacciner, moins ça sera un sujet de négociation commerciale déguisée, si je puis dire, parce que bon, on sait que c'est des fois plutôt un prétexte qu'une peur sanitaire, hein. C'est plutôt un argument commercial qu'un argument sanitaire. Enfin, en tout cas, c'est perçu comme ça côté français. Et donc, du coup, c'est vrai que plus il y a de pays qui vaccinent, moins ça deviendra un sujet, quoi. Parce que d'ailleurs, on vaccine sur plein d'autres maladies et c'est pas un sujet, quoi. Les produits polonais, s'ils continuent d'augmenter comme ça, à quel moment ils vont plus être compétitifs du tout ? Là, du coup, ça a déjà été le cas sporadiquement, hein, où ils étaient tellement onéreux que, alors je vous le disais, ça peut avoir des effets plutôt positifs sur d'autres pays comme la France, puisque du coup, on redevient ceux qui veulent garder une origine européenne, par exemple, qui veulent pas importer qui veulent pas utiliser de viande origine pays tiers, qui importe donc du coup notamment pas mal depuis la Pologne, qui
qui a des coûts plus faibles que la France ou d'autres pays. Vu la hausse des prix, là, sporadiquement, de temps en temps, ça peut être plus avantageux d'acheter des produits d'autres origines que d'Europe et notamment de France. Donc pour nous, c'est pas forcément, côté français, c'est pas forcément un mal. Après, le risque toujours, c'est que si c'est vraiment un décalage de prix, et notamment avec l'accord Mercosur là, qui se profile entre globalement l'Union européenne, dont la Pologne, et les pays tiers, le risque, c'est que non seulement ils achètent ni polonais, mais même pas français, mais qu'ils achètent du coup brésiliens. Il nous reste juste quelques minutes. Si vous avez des questions, c'est le moment de les mettre. Ensuite, il sera trop tard. Voilà, je vous rappelle en tout cas que ce webinaire, vous le recevrez par mail. D'ici la fin de semaine, vous aurez un petit questionnaire de satisfaction à remplir, à nous dire voilà, si ça vous a plu, s'il y a des choses à améliorer. Et puis ensuite, vous recevrez le lien pour pouvoir l'écouter, le réécouter à l'infini, autant que ça vous fera plaisir. Eh bien, Simon, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Ah, quelqu'un est en train d'écrire. Peut-être une dernière question finale? Non, ça a l'air d'être bon. Ok. Le mot de la fin? Bon appétit. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et puis que vous avez appris plein de choses. C'est la fin de ce webinaire. À bientôt et puis à jeudi pour ceux qui vont nous retrouver. Merci à tous.